Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour ce tout nouveau numéro d'Hebdo Show. Tout d'abord, très bonne année 2025 à vous. Donc pour ce premier numéro de cette année 2025, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table deux nouvelles recrues dans notre équipe d'Hebdo Show, à commencer par Gamal Abina. Bonsoir Gamal Abina. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Et de rester donc avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Est également avec nous Badis Khnissa. Bonsoir Badis Khnissa. Bonsoir, meilleurs vœux et honoré et ravi de faire partie de cette équipe. Très bien, merci à vous d'être avec nous. Est également autour de la table Faisal Mattawi. Bonsoir Faisal. Bonsoir Noël, bonne année à tous nos amis téléspectateurs. Et puis Mehdi Razzar est également autour de la table. Mehdi qui est un peu occupé, mais il va lever la tête pour nous. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir messieurs, bienvenue parmi la fabuleuse équipe de l'Hebdo Show Algéria. Et nous allons avoir 2 heures de plaisir à discuter ensemble de tous les sujets d'actualité. Merci Exactement, Noël. nous sommes ensemble donc jusqu'à 23h, mesdames et messieurs. Tout de suite, donc le sommaire. Avec un retour sur le discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Un discours donc à la nation, un discours ambitieux qui dessine les contours d'une Algérie tournée vers l'avenir. Redéploiement diplomatique de l'Algérie sur la scène internationale. L'Algérie préside le Conseil de sécurité des Nations Unies durant ce mois de janvier. Notre débat sera consacré à la reconnaissance des crimes coloniaux commis par la France durant son occupation de l'Algérie. Un impératif moral sur lequel insiste donc Alger. Et puis en dernière partie, nous parlerons de mesures d'audience automatique en temps réel avec le fondateur de la start-up algérienne Audimatic. Alors messieurs, une Algérie plus forte et plus juste, des projets ambitieux, une économie, une industrie, une gouvernance moderne, ce sont là les contours d'une Algérie tournée vers l'avenir. Et le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur tous ces volets, sur tous ces différents points lors de son discours à la nation prononcé en fin d'année. Donc c'était le 29 décembre au Palais des Nations. On regarde. بفتح حوار لتعزيز أولا استقلالنا وتقوية الجبهة الداخلية، وسيكون ذلك إن شاء الله بصفة منظمة، بحيث سنبدأ أولا بمراجعة قوانين الجماعات المحلية. من أين تنطلق السيادة الشعبية في بدايتها؟ قانون البلدية وقانون الولاية مع الجميع سيراجع، وأعتقد أن جاءت نسخ الكل منهم هم الأمر المنتخبين ورجال سياسيين وغيرهم حتى يبدوا رأيهم باش ننطلق انطلاقة جديدة. Voilà, donc le président de la République évoque des réformes profondes, une projection stratégique. Faisal Mattawi. Absolument, le président Abdelmadjid Tebboune, donc devant le discours devant le congrès du Parlement, les deux chambres du Parlement réunies au Club des Pins, à l'ouest d'Alger. C'est un discours qui est devenu traditionnel en Algérie, c'est la fin de l'année. C'est un discours bilan-programme également, parce que le président Abdelmadjid Tebboune a évoqué tout ce qui a été réalisé jusque-là, notamment durant le premier mandat. Il a entamé le deuxième mandat donc à partir de septembre. Il a évoqué, comme on l'a écouté dans l'extrait, sur le dialogue national, le sens qu'il donne au dialogue national, qu'il veut profond et inclusif. Un dialogue national qui commence par la révision du code de la commune et de la wilaya, les collectivités locales. Il a déjà évoqué cette question devant la réunion devant les Wali. Et le texte, l'avant-projet est en préparation, il est presque finalisé, parce qu'il s'agit, comme il a lui-même dit, de repartir sur de bonnes bases. La collectivité locale reste quand même la base de l'État, c'est là où il y a le lien entre le citoyen et l'État algérien, et ça prépare bien sûr d'autres échéances dans le futur en matière, donc, puisqu'il y a un nouveau découpage administratif, qu'il y a de nouvelles wilayas déléguées, donc il s'agit de s'adapter à ça, et s'adapter aussi, comme il a souligné, à la Constitution. Le deuxième dossier dans ce dialogue national, voulu par la classe politique, lui-même qui a promis d'ouvrir ce dialogue. Rappelez-vous, le président Tebboune a rencontré les partis politiques en mai dernier, où il avait discuté de ce projet, de ce nouveau projet du code sur les partis politiques, demandé par la classe politique. Oui.
C'est un projet qui s'adapte aussi à la Constitution et aux nouvelles exigences nationales et internationales. Et aussi, un autre dossier, c'est le projet sur les associations, parce qu'il y a des associations qui ont donc demandé à ce que certains aspects soient révisés. Et le mouvement associatif, comme tout le monde le constate, joue un grand rôle, notamment dans la vie politique, dans la vie nationale, dans la vie sportive, culturelle et sociétale. Ça, c'est pour l'aspect politique. Il y a aussi un autre aspect dans ce discours du président par rapport à l'économie. Il a donné quelques chiffres. Par rapport, on reviendra plus tard dans le débat. Exactement. Khnissa, donc ce dialogue national aura lieu, pour reprendre les termes du président de la République, de manière structurée et inclusive, dans l'objectif de renforcer le front intérieur et dans l'esprit de la consolidation de l'indépendance nationale. Absolument. Si vous me permettez, juste avant, c'est un discours aussi qui a été teinté de beaucoup d'émotions de la part du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et de sincérité. Surtout sur l'aspect du devoir de mémoire, sur les aïeux, sur les martyrs. Il faut le rappeler à juste titre, parce qu'il a laissé son cœur parler sur cet aspect-là. Après, effectivement, c'est un discours-programme qui est maintenant inscrit dans le sillage de son nouveau modèle de gouvernance qu'il a apporté depuis. Et c'est aussi une façon de donner un circuit court, je dirais, ou une politique de proximité avec le citoyen algérien à travers les dignes représentants notamment des deux chambres parlementaires, comme pour aussi établir un dialogue d'abord direct et indirect in fine à travers, effectivement, ça a été dit, la révision du code communal notamment et du code des APOI. C'est aussi très important puisque d'abord c'est une promesse électorale du président de la République qu'il met en exergue et qu'il met en pratique, mais surtout aussi c'est sa capacité aussi d'écoute, notamment puisque c'était une demande latente des partis politiques bien avant le premier mandat du président. Donc c'est aussi comment donner justement une dynamique favorable aux citoyens, où qui se trouvent notamment, pour qu'ils puissent aussi porter sa voix à travers des chambres, qu'elles soient d'ailleurs collectivités locales, nationales ou sénatoriales. Aujourd'hui aussi, vous le savez, que depuis le premier mandat du président de la République, cette relégitimation des institutions notamment, qui sont aujourd'hui vent debout aux côtés des institutions étatiques pour justement, comme vous le disiez tout à l'heure, accompagner le processus de renforcement et de consolidation et de la cohésion nationale, notamment à travers son front intérieur, à travers la société civile. Une société civile forte, par extension, c'est un État-nation fort, un État-nation immunisé, protégé. Gamal et la communauté internationale, la communauté nationale plutôt établie à l'étranger, est aussi appelée à apporter sa pierre à l'édifice. Il faut très clair, depuis que le président Tebboune est arrivé, la première des choses qu'il a mise en avant, c'est nous, ceux qui sommes à l'extérieur, ceux qui peuvent contribuer à l'essor du pays, en conjugaison évidemment avec les Algériens de l'intérieur qui sont très bien formés à cela. Mais il faut rappeler une chose, c'est que moi je répète régulièrement qu'un État fort protège les faibles. Et en Afrique, le seul pays qui prétend protéger les faibles, je parle des gens déshérités, les gens qui n'ont pas d'argent, les femmes seules, les chômeurs, eh bien c'est l'Algérie qui a consacré ça. C'est-à-dire que la redistribution sociale des richesses se fait en Algérie. Ça existe en Libye un temps. Aujourd'hui, l'Algérie le consacre et il faut le faire. Pourquoi ? Parce que la nation ne peut pas mettre de côté les plus pauvres et les plus déshérités. Et parallèlement à ça, elle ne peut pas mettre non plus de côté 20% de sa population que constitue cette diaspora établie à l'étranger. Donc c'est vrai que quand il y a ces discours inclusifs, en l'occurrence, il y a l'inclusion au niveau national, mais aussi une inclusion au niveau international. Parce qu'on est tellement nombreux et il y a tellement de forces motrices qui pourraient générer de la richesse dans le pays en réinvestissant des compétences, de l'argent, des espoirs évidemment, parce qu'il y a vraiment un vent d'espoir qui est en train de souffler sur la nation. Ce discours-là donne d'abord deux aspects. L'aspect mémoriel, ça a été dit. Il faut se rappeler qu'on ne peut pas laisser passer les crimes de guerre qui ont été perpétrés sur le territoire algérien. Et l'aspect, effectivement, de la dignité nationale, à savoir, on parle de front. Il parle de front intérieur. Pourquoi ? Parce qu'à l'extérieur des frontières, il y a des gens très agressifs qui voudraient déstabiliser le pays. On le sait. Il suffit de voir dans les médias français, c'est le festival en ce moment de haine anti-algérienne, parce que ça revient. C'est une résurgence de ce qu'on a connu dans les années 70-80. Et bien aujourd'hui, cette haine est de retour. La question islamophobe est mise de côté, évidemment, on a compris que ce n'était pas le sujet. Et les Algériens doivent faire front par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, s'il y a un appel à lancer à la diaspora, c'est de travailler en bonne intelligence avec les Algériens d'Algérie pour faire de ce pays une grande nation, la première puissance économique africaine. Alors justement, pour vous parler d'économie, le discours du président de la République, Mahdi, s'est concentré également sur le développement économique. Le développement économique, on a tous dit autour de la table, et on l'a dit à plusieurs reprises, que ce mandat-là, le second mandat du président de la République, est un mandat économique et orienté vers l'économie, qu'elle soit nationale ou vers l'international, pour l'importation, pour l'exportation surtout, et qu'on est sur une économie de production en masse. Donc il y a tous les feux qui sont au vert, parce que le président donne
aux investisseurs locaux et même des investisseurs internationaux pour produire localement tous les moyens à leur disposition. Ça veut dire facilitation bancaire, facilitation bureaucratique avec le guichet unique, facilitation douanière également, facilitation de transport où le prix du conteneur pour l'Europe est l'un des moins chers justement du bassin méditerranéen. Et justement, il veut donner les moyens aux producteurs locaux pour développer l'économie, pour qu'on sorte du tout hydrocarbure. C'est très important de diversifier son économie et de ne pas se baser uniquement sur les richesses minières, gazières ou pétrolières. Donc on a un élan justement vers cette option économique et c'est très bon pour le développement de l'Algérie, pour qu'on arrive à asseoir notre statut de pays émergent. Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'on arrive à consolider notre statut de pays émergent. D'ailleurs, le président Nouhed, si vous permettez, comme disait Mahdi, le président a dit que l'Algérie a mis un pas dans le cercle, club des pays émergents. Et il dit que le PIB, le produit intérieur brut, continue d'augmenter. Il donne un taux qui sera, selon les prévisions, de 3,9 à 4% à la fin 2024. Et également, il a parlé aussi, parce que Mahdi parlait des investisseurs, il a rassuré les investisseurs en matière de la loi sur l'investissement qui est stabilisée et qui ne va pas bouger, qui ne va pas être amendée pendant 10 ans. Parce que vous le savez, que par le passé, beaucoup d'investisseurs se plaignaient de l'instabilité juridique, de l'insécurité juridique. Donc il y a une stabilisation de cela. Et il a aussi annoncé un chiffre par rapport aux projets d'investissement qui ont été inscrits au niveau de l'agence en charge de la promotion de l'investissement, qui sont de 10 500 en 15 mois. Ça veut dire que c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie. Par le passé, un nombre aussi élevé de projets d'investissement, dont 160 projets de pays étrangers. Et la valeur globale de ces projets, selon le président Tebboune, est de 50 milliards de dollars. C'est quand même un chiffre assez important. Cela s'ajoute donc à un budget d'État qui est de 130 milliards de dollars, qui s'ajoute aussi à tous les projets, parce que dans ce discours, le président Tebboune a évoqué les projets dans les lignes ferroviaires, le projet minier, notamment Garj Bilat à Tindouf, Bled El Hadba à Tbessa pour le phosphate, etc. Donc il y a des projets structurants qui sont liés à ce modèle de développement nouveau qui est basé d'abord sur la diversification économique et sur la libération d'initiatives. Justement, le président de la République a mis en lumière les progrès réalisés cette année grâce justement au nouveau modèle économique adopté, un développement illustré par les chiffres que vous avez donnés, Faisal Motawi, on l'écoute. كان عندنا عجز كبير في التصنيع أكاد أقول تصحر الجزائر من ناحية التصنيع اليوم خرجنا من هذا المأزق فيه نشاط صناعي فيه استثمار صناعي يبان في التحويل المواد الأولية يبان في الإلكتروميناجي يبان في أمور أخرى هذه خلات نسبة مشاركة في النمو تاع البلاد الصناعة هبطت بعد ما كانت في وقت سي بومدين رحمه الله كانت 18-19%. هبطنا إلى 3%. 3% معناه باللي كل شيء كان مستورد ولا صناعة مزيفة. وصلنا اليوم بعد ما كنا في 3.5% اليوم وصلنا إلى ما يقارب 6% من مشاركة الصناعة في التنمية الاقتصادية في الناتج الخام نتاعنا. وباش نوصل في آخر العهد أنا متعهد بها باللي نوصل 12%. لما نوصل 12% خلاص. Voilà Mehdi, donc tous les indicateurs économiques et financiers de l'Algérie sont ouverts, vous le disiez tout à l'heure. Écoutez, le président en 2019, il a fait 50 promesses électorales. Sur les 50, en 3 ans, parce que le président n'a eu que 3 ans de gouvernance lors du premier mandat à cause des 2 ans de statu quo du Covid qui a gelé le monde et l'économie mondiale. En 3 ans, 47 de ces 50 promesses ont été réalisées. Donc c'est pour moi quelque chose qui est quand même à noter et qui est pour moi très mal expliqué et communiqué. C'est parce qu'on a rarement un homme politique qui tient ses engagements. Et je peux vous dire qu'on a de la matière dans ce domaine-là pour expliquer le contraire. Donc on a un homme politique qui tient ses engagements, qui tient pratiquement 95% de ses engagements en moins de temps que prévu. Et on a un nouveau cycle qui part pour 5 ans où il veut poursuivre, diversifier et accélérer justement le développement économique. On ne peut être que satisfait de ça. Maintenant, lors de ce discours,
hormis la partie historique, qui a été pour moi quelque chose d'assez émouvant, puisqu'on voyait que le président parlait avec les tripes, parlait avec le cœur. La partie historique sur laquelle on va revenir justement. On a aussi une partie où le président a fait un peu bouger les lignes en disant c'est maintenant, il faut y aller. 2025, c'est notre année, il faut qu'on avance, il faut qu'on développe, il faut qu'on continue à développer l'économie algérienne, parce qu'une économie solide, une économie forte, c'est un pays souverain. Tout à fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que les pays qui ont perdu leur souveraineté politique, ce sont des pays qui doivent de l'argent aux gens, qui doivent de l'argent au FMI, aux institutions mondiales, quelles qu'elles soient. Donc une économie solide, une économie forte, une économie qui se développe, ça te permet d'avoir ton indépendance financière. Et l'indépendance financière n'a pas de prix. Et le président est très au fait de ça en disant, attention, il faut continuer à poursuivre nos efforts. L'année 2024, il y a des choses très bien qui ont été faites. Ne dormons pas, ne nous reposons pas sur nos lauriers. Continuons, avançons et surtout accélérons. Autre chose également à retenir du premier mandat du président de la République et quelque chose sur laquelle on va continuer de travailler, eh bien, c'est le redéploiement de l'Algérie sur la scène diplomatique Badis Khnissa. C'est un dossier important et l'Algérie doit continuer sur sa lancée. Tout à fait. D'ailleurs, je rebondis sur ce qu'a dit Mehdi à juste titre. Quand on parle d'indépendance financière, on parle de souveraineté aussi de la décision politique. C'est très important aujourd'hui dans le contexte géopolitique. Donc l'Algérie, et d'ailleurs ça dérange plus d'un, notamment l'Algérie qui recouvre et qui renforce et consolide non seulement son front intérieur, mais à travers aussi sa politique internationale et politique étrangère, à travers une décision mûrement réfléchie, puisque l'Algérie, dans son ADN diplomatique, elle ne réagit jamais au quart de tour. Donc c'est très réfléchi, c'est une diplomatie de prospective, une diplomatie aussi d'anticipation, une diplomatie visionnaire, disons les choses clairement, hein, puisque vous savez, l'émergence du nouvel ordre mondial, ça a été dit dans les années 70, pour vous dire. Et j'ouvre la parenthèse. Même avant, d'ailleurs. Même avant. Donc, en revanche, le redéploiement, je dirais, en fonction de la reconfiguration aussi de l'échiquier international, c'est très important de le rappeler. L'Algérie a, malgré, je dirais, des obstacles contre vents et marées, hein, puisque, encore une fois, là, quand on parle de la diplomatie algérienne, dans je dirais, le subconscient notamment, et notamment de l'Afrique surtout, mais surtout aussi des puissances mondiales qui ont reconnu justement la place de l'Algérie sur l'échiquier qui s'est hissé sur le sommet de la diplomatie, mais à travers une diplomatie vertueuse, une diplomatie bienveillante, une diplomatie, je dirais, qui défend l'intérêt commun, l'action commune, conjointe, notamment elle l'a démontré avec l'Afrique, elle l'a démontré aussi avec les causes justes. Donc c'est une diplomatie légitime, crédible, et qui a sa voix, qui porte sa voix, qui plus est, contrairement à d'autres, je dirais, diplomaties de voyous. Et je ne citerai pas le nom pour ne pas leur donner plus de poids. En revanche, ce redéploiement, effectivement, il s'est fait à travers des jalons, à travers des épisodes géopolitiques que j'ai qualifiés. Hein, il y a plusieurs, on a parlé des lignes qui ont bougé. Il faut-il rappeler aujourd'hui que la cause palestinienne n'a jamais, je dis bien, et ce n'est pas du chauvinisme de ma part, n'a jamais autant avancé que sous l'ère notamment de la diplomatie algérienne et qui plus est en tant que membre justement non permanent du Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, à ce propos, vous me tendez peut-être la perche, l'Algérie qui depuis le 1er janvier préside le Conseil de sécurité et on pourra en parler plus dans le détail. Exactement, l'Algérie qui préside donc le Conseil de sécurité des Nations Unies et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, donc M. Ahmed Attaf, a dressé justement le bilan de la diplomatie algérienne. Je vous propose de l'écouter, on revient juste après. من تعليمات السيد رئيس الجمهورية فيتعلق بضرورة العمل من أجل أن تكون الجزائر قوة اقتراح إيجابية تساهم في رأب التصدعات والانقسامات بين الأعضاء الدائمين داخل مجلس الأمن. وقد نجحت الجزائر إلى حد بعيد في هذا المسعى، وذلك عبر المساهمة في توحيد صوت وتأثير مجموعة الدول العشر المنتخبة لأوديس. فلأول مرة في تاريخ مجلس الأمن صارت هذه المجموعة التي تمثل الطيف الأوسع للمجموعة الدولية تبادر بمشاريع قرارات مشتركة
حيث كانت نقطة الانطلاق مع مشروع القرار الذي قدمته الجزائر بداية هذا العام حول القضية الفلسطينية. Alors, il faut savoir qu'hier a eu lieu donc la première séance au Conseil de sécurité, donc présidée par l'Algérie. Et M. Ammar Ben Jammah, lors de la conférence de presse qui a donc présidé cette séance, a repris les propos du président de la République. Il a affirmé que l'Algérie ne renoncera jamais à la Palestine. Gamal Abina, Gaza reste une priorité absolue pour l'Algérie. Gaza, parce qu'il est bombardé massivement et de façon barbare. On estime aujourd'hui, c'est une estimation basse, qu'il y a entre 100 et 200 000 morts. C'est l'ANSET qui l'a annoncé d'ailleurs, avec les conséquences qu'on connaît. Le crime de masse, le génocide organisé, la planification de l'éradication de toute la bande de Gaza. Les massacres aussi en Cisjordanie, on n'en parle pas beaucoup, mais ça commence à monter. Les massacres au Liban, les massacres en Syrie. On multiplie toutes les zones de conflit. Le Yémen qui est bombardé. On a compris effectivement que l'État génocidaire a décidé de s'étendre. Et en même temps, lorsque l'Algérie s'enorgueillit, et c'est une bonne chose, de se maintenir sur cette cause palestinienne, d'abord, ça prouve qu'elle est courageuse, contrairement à certains pays arabes qui ont eu la lâcheté d'abandonner. Mais surtout, c'est une cause qui ne peut pas être abandonnée par des pays arabes et l'Algérie en particulier, parce qu'elle est chère au cœur de tous les Arabes. Oui. Les peuples arabes, tous dans leur entier, sont totalement pro-palestiniens. C'est pas parce qu'il y a quelques États qui ont signé des accords honteux de paix capitularde, que les Algériens ont accepté cela. Et d'ailleurs, on parle de diplomatie. Qu'est-ce qui a fait que l'Algérie a pu gagner? Il y a eu un front intérieur militaire pendant la guerre d'Algérie, mais aussi le front diplomatique, qui a fait un travail extraordinaire de diplomate qui était jeune et inexpérimenté. Et cette finesse d'esprit, on la retrouve aujourd'hui dans des rapports de force qui sont malheureusement défavorables aux Palestiniens, parce que les Palestiniens ont le droit pour eux, mais la force contre eux. Eh bien, l'Algérie rétablit ses rapports en disant quoi? Nous allons remettre le droit au centre du débat, nous allons vous mettre en face de vos responsabilités. Je parle des membres fondateurs du Conseil de sécurité, qui prétendent que le droit doit valoir sur la force. Vous devez absolument rétablir le droit des Palestiniens et arrêter le barbare génocidaire Netanyahou, qui n'est qu'un vulgaire criminel, fan d'Adolf Hitler, il faut le rappeler. Faisal Metaoui, de l'Algérie, depuis son adhésion en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité donc, des Nations Unies, et plus maintenant depuis qu'elle est présidente de ce Conseil de sécurité pour ce mois de janvier, est la voix des causes justes. Absolument, parce que Ammar Ben Jammah, effectivement, a animé une conférence de presse pour préciser les priorités de l'Algérie. En tant que présidente actuelle du Conseil de sécurité de l'ONU pendant un mois, c'est une présidence tournante au sein du Conseil de sécurité. Elle a précisé les dossiers, comme l'a expliqué Gamel. La Palestine demeure au cœur de ce travail, de cette action. Il dit que l'Algérie mène une bataille pour la Palestine. L'Algérie voudrait que la Palestine soit reconnue comme un membre à part entière de l'ONU, mais également pour que le mur de l'humilité, comme l'a expliqué M. Mjammer, soit cassé. Il a été aussi expliqué par M. Attaf. Par rapport à cette question de la Palestine, l'Algérie s'intéresse aussi au dossier du Soudan, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de drames au Soudan, dossier de la Libye, la réconciliation interlibyenne, que beaucoup de forces étrangères empêchent, le dialogue tripartite Algérie, Libye, Tunisie, et le prochain sommet aura lieu prochainement à Tripoli. Et aussi, l'autre grande priorité de l'Algérie, c'est par rapport à l'Afrique. L'Afrique devient un axe prioritaire de la diplomatie algérienne. M. Attaf a expliqué sa tournée, lors de la conférence de presse, sa tournée qu'il a englobé plusieurs pays. Donc l'Algérie, défend l'idée que le G20, l'Afrique doit être dans le G20, mais doit être présente avec un contenu. Deux, l'Algérie défend aussi le dossier d'avoir 2 membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Exactement. C'est une injustice historique, comme l'a expliqué M. Attaf. Et 2 membres aussi... L'Algérie plaide pour la réforme justement du Conseil de sécurité pour ça. Absolument, elle travaille pour ça. Elle plaide aussi pour la réforme de la Ligue arabe, entre parenthèses, et aussi le dossier, parce que maintenant, l'Algérie est en train de réclamer, au nom du groupe africain, qu'il y ait des pays africains membres d'institutions financières et monétaires internationales pour que la voix de l'Afrique soit défendue au sein de ces groupes. Donc il y a beaucoup d'axes prioritaires pour la diplomatie par rapport à l'Afrique, en plus de la grande conférence que la représentation permanente de l'Algérie à l'ONU entend organiser le 21 janvier. C'est une réunion très importante. Présidée par Ahmed Attaf. Par M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Parce que le terrorisme en Afrique, il a pris plusieurs couleurs, il a pris plusieurs formes pour déstabiliser la région du Sahel. L'Algérie, vous savez, c'est un pays, une force positive de propositions, comme l'a expliqué M. Attaf, pour essayer de trouver des solutions politiques, des solutions africaines
aux problèmes africains. africains. Justement, on continue à parler d'Afrique, Badis Khnissa, je le disais tout à l'heure, l'Algérie plaide pour une réforme du Conseil de sécurité afin que l'Afrique, injustement donc mise de côté, soit cette fois-ci représentée au sein de ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Absolument, c'est le leitmotiv aussi de l'Algérie dans sa diplomatie, ce que je disais tout à l'heure, vertueuse, qui consiste à comment créer un agenda commun, un agenda africain, quoi de mieux que justement peut-être réparer les injustices historiques. Rappelons-le, quand le Conseil de sécurité de l'ONU a été créé sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale, où à l'époque il n'y avait pas d'État africain souverain. Or la donne a changé aujourd'hui, donc il faut refonder, repenser, revisiter cette instance qui est aujourd'hui devenue non seulement désuète, mais qui plus est non représentative, notamment du quart de ce qui compose le quart justement en matière de contingent. Donc il y a cette injustice à réparer, mais au-delà de cette injustice, c'est aussi comment porter la voix d'une Afrique émergente, d'une Afrique qui a un agenda ambitieux, audacieux, et quoi de mieux que l'Algérie comme locomotive auprès d'autres pays notamment, pour porter justement hautement et dignement, avec responsabilité cette voie, il faut-il le rappeler. Et je reviens effectivement sur l'aspect sécuritaire qui est le cheval de bataille de l'Algérie depuis des années, notamment sur le Sahel, où il y a cette nécessité à stabiliser le continent pour lui permettre effectivement son émergence sur des bases solides et notamment sur une économie forte à travers justement une population forte aussi, mais surtout déterminée, engagée dans le processus de l'émergence de l'Afrique. Gamal Abina ? J'ai envie de dire par rapport à ces questions du Conseil de sécurité et surtout la constitution de ce Conseil qui s'est fait sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai, rappelons tout de même, parce que les gens ont tendance à penser que le Conseil de sécurité, c'est les pays qui détiennent la bombe atomique, ce qui est faux. Ce sont les 5 grands pays vainqueurs, dont la France, qui en réalité n'est pas vainqueur, mais De Gaulle a bien joué le coup, qui avaient le plus de population. États-Unis, Russie évidemment, Chine, ça va de soi, et la France et l'Angleterre, parce qu'ils avaient le contrôle des populations du Sud. Et aujourd'hui, l'injustice qui est faite, c'est quoi? C'est que les 5 continents sont représentés, en vérité, 4 continents sans l'Afrique. Donc c'est vrai que sur deux fronts, il y a un problème. L'Afrique, c'est 1,2 milliard 300 millions d'habitants qui n'ont aucune voix à la parole. Ensuite, le Conseil de sécurité, c'est la confiscation par le droit de veto d'un pouvoir absolu. C'est-à-dire que même quand les 15 membres se réunissent pour la sécurité du monde, c'est ça le Conseil de sécurité, eh bien les États-Unis, puisque c'est toujours qu'ils font ça, mettent un droit de veto. Donc c'est le droit d'autorité, on a l'impression d'être à Rome, comme ça. La vétocratie. La vétocratie, totalement. C'est le droit romain. Très bien, merci Gamal Abina. On poursuit donc dans notre discussion dans quelques instants. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, maître Fatma Zahra Ben Brahim, avocate, nous a rejoint pour cette partie d'émission. On s'intéresse donc au débat. Oui, maître. Grande avocate. Très grande avocate. Bonsoir maître. Merci de nous faire l'honneur d'être encore avec nous une deuxième fois. Alors pour ce débat, je le disais en début d'émission, nous avons choisi de nous pencher sur le dossier de la reconnaissance des crimes coloniaux commis donc par la France coloniale en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, demande reconnaissance et non une réparation pour les crimes coloniaux. Faisal Matawi. Oui, absolument. Le président Abdelmadjid Tebboune a pendant 20 minutes parlé de ça, parce que tout le monde a constaté qu'il y a un retour d'attaque permanente contre l'Algérie. Gamal parlait de campagne. Effectivement, il y a une campagne menée, notamment par des milieux de l'extrême droite et de la droite. Et à chaque fois, c'est des milieux qui, par le passé, historiquement, glorifient la colonisation. On a eu en 2005, rappelez-vous, la loi sur les bienfaits de la colonisation à l'époque de Chirac. L'Algérie a réagi et après on a amendé un peu timidement cette loi, mais l'esprit est là. C'est qu'on pense que la colonisation était un bienfait. Alors le président Abdelmadjid Tebboune a rappelé certains massacres, comme le massacre de Lorwat, on reviendra peut-être plus tard, ce qui s'est passé à Lorwat en 1852, lorsqu'il y a des généraux français, dont Pélissier, le fameux Pélissier de sinistre mémoire, qui a ordonné de gazer, parce que c'est une ville qui a été gazée avec le chloroforme notamment, et plus de 4700 morts dans cette ville de Lorwat. Sur le nombre total était de 4000. Pratiquement toute la ville a été massacrée. C'est un holocauste, pour trouver notre terme. Et le président a parlé aussi des enfumades de la Dahra, et c'est le même Pélissier d'ailleurs. C'était en 1848, la Dahra, c'est dans l'ouest algérien, où la population a été enfumée dans cette région, et plus de 760 personnes qui ont été tuées. Et ce fameux Pélissier qui est devenu après maréchal de France, parce qu'il a été récompensé pour les crimes qu'il a commis en Algérie, il a dit que la peau d'un tambour, la peau d'un de mes tambours ne vaut pas
la vie de 760 morts. Et donc il y a un troisième massacre, c'est le massacre de Zaatcha. Tout ça a été rappelé par le président pour dire qu'il y a eu un génocide. Et un génocide en Algérie pendant 132 ans, et que l'Algérie ne demande pas de l'argent. Nous n'avons pas, il a même dit gardez votre argent, pas de votre argent. Nous voulons la reconnaissance. Parce qu'à ce jour, la France n'a pas reconnu ces crimes. Il y a eu des petites déclarations lorsque le président français qui venait, Sarkozy en Constantine, le président Macron, qui était candidat, qui a parlé de crimes contre l'humanité, mais après, quand il était devenu président, on n'a plus parlé de ça. Donc l'Algérie continue de réclamer la reconnaissance de ces crimes. Et le président aussi, peut-être on reviendra avec Madame Benbrahim tout à l'heure, sur les essais nucléaires français, les 17 essais qui ont lieu dans les années 60, 360 kilotonnes qui ont été explosées dans cette région. Ça veut dire 47 fois, 30 fois la bombe d'Hiroshima au Japon. Alors avant de développer tout ça, si vous le voulez bien, on écoute M. Abdelmajid Tebboune et on revient. ما نجي طالب منك باش تعتذر الشيء اللي داروه جدودك بالاقل اعترف الشهيد نتاعي الشهيد نتاع المقاومه الشهيد نتاع الكفاح المسلح ملايير دولارات ما ترجعوليش وقيمته اغلى من هذا الشيء مانيش طالب منك تعوض لي ماليا مانيش طالب منك تعوض لي معنويا اعترف باللي كانت انت وليت قوة نووية وانا خليت لي المرض ما زال سكاننا في رقان وفي ما زالوا يعانيوا من الانفجارات النووية وانت دخلت في الكلوب دي بيي كي هم لا بومب اتوميك اروح ننظف ما قلتلكش حاجه اخرى اروح ننظف برك الوسخ اللي خليته ما تعطينيش دراهم ما عندي ما ندير بدراهمك اذا فتحت الباب تاع الذاكره باش نقول لكم باللي ما نتخلاش على الذاكره وما نطالب حتى شيء الصراع اللي بيننا وبين مستعمر سابق على الذاكره ما فيهاش خلفيات يقول لك فونت كوميرس وما نعرفوهاش لا. Maître Benbrahim, au début de l'occupation française en 1830, le nombre d'Algériens était de 4 millions. Et à leur sortie, selon les propos donc de Monsieur le Président de la République, ce nombre était de 9 millions. Comme il l'a dit, il y a donc bien eu génocide en Algérie. Oui, tout à fait. Il n'y a pas qu'un seul génocide. Il y a eu une série de génocides. Quand pendant 132 ans, une population n'évolue pas en nombre, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Problème, justement, très caché, jalousement caché par la colonisation. Alors, les agressions contre l'Algérie ont commencé déjà en 1830 par l'effacement de l'identité nationale. Parce que dès l'occupation à Alger, une des premières choses que la colonisation a faites, c'est d'abord de prendre le trésor d'Alger. Et c'est avec ce trésor d'Alger qu'ils ont réussi à construire leur pays. Parce qu'en 1830, il ne faut pas oublier qu'il y avait une famine tellement grande en France, des problèmes sociaux tellement grands, une pénurie pratiquement de tout, au point où les Français avaient été obligés de chasser les rats et de les manger pour survivre. Donc ça, c'est une vérité que nul ne peut ignorer. Les rats, les chats et les chiens. Il faut préciser qu'ils mangeaient du chien à cette époque-là. C'est dommage parce que moi, je les aurais condamnés pour ça. Hein. Mais les rats, ça, c'est dégueulasse. Mais un Français qui arrivait à chasser un rat était un Français heureux. Parce qu'il pouvait au moins manger le soir, lui et ses enfants. Donc, l'Algérie était une aubaine. Et quand ils sont arrivés dans ce pays, la première des choses, après, donc juste après le trésor d'Alger qu'ils ont spolié, et que de Bourmont a fait partir le plus rapidement possible, parce qu'il ne faut pas oublier que Charles X a été destitué juste 10 jours après
qu'ils appellent conquête, etc., va venir un jour où on va expliquer chaque mot et mettre chaque mot à sa place, c'est-à-dire donner son étymologie et son sens historique et juridique. La deuxième grande catastrophe, c'est qu'ils se sont attaqués à l'identité de ce peuple. Ils ont trouvé un peuple très civilisé, une cité grandiose, connue à travers le bassin méditerranéen, des richesses extraordinaires et une religion très forte, très ancrée et très sûre chez les Algériens, l'islam. Donc la première des choses qu'ils ont fait, c'est de détruire les 100 mosquées qui existaient en Algérie. Les 100 mosquées qui n'étaient pas seulement des mosquées, c'était des lieux de culte, mais c'était des écoles. C'était également des endroits où la justice était rendue, où la réconciliation entre les citoyens se faisait, où les actes de mariage, les actes de tutelle, les actes pour les héritages, etc., tout se faisait dans la mosquée. La mosquée était un endroit très, très, très important. Et c'était également un endroit où tous les gens allaient étudier la langue arabe. Femmes et hommes. Le fait d'avoir détruit toutes ces mosquées, c'était vouloir effacer l'identité de ce peuple, déplacer notre religion ou l'écraser complètement ou l'effacer pour la remplacer par le christianisme, chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire jusqu'en 62. Ils ont d'ailleurs massacré la population à l'intérieur de la mosquée de Ketchaoua. Oui, tout à fait. Justement, je vous propose, avant d'avancer dans notre débat, je vous propose d'écouter ces témoignages de Français qui reconnaissent les crimes coloniaux. Ils reprennent d'ailleurs des écrits d'officiers génocidaires. Regardez. Il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs, aller tous les ans leur brûler les récoltes ou bien exterminer-les jusqu'au dernier. Si ces gredins se retirent dans des cavernes, fumez-les à outrance comme des renards. Et ça, il y a pire, je peux te dire pire que ça, Saint-Arnaud, etc., qui ont du même acabit. C'est eux qui ont assassiné. Au début, la conquête, on payait des soldats au rapport de nombre d'oreilles, voire de têtes coupées. Et on faisait des allées de têtes coupées d'Algériens qu'on avait éliminés en rasant le village. Ouais, et les fumées dans les grottes. Ça, mes parents l'ont jamais su, je pense. Ouais. Tu vois, même moi, je l'ai jamais su. Je le sais maintenant. Et fumer dans les grottes, j'avais déjà entendu parler. Les enfumades. J'avais entendu parler de cette histoire, oui. Et finalement, c'est une prémisse quelque part. Enfin, un historien disait ça, que c'était une prémisse quelque part des chambres à gaz. Oui, d'une certaine façon, c'est une chambre à gaz. On met les populations entièrement dans une grotte et on les gaze. Oui, voilà. Hein. Et les gens s'en revendiquent. Il y en a un qui dit, j'ai fait ça, c'est pour... Attends. C'est Saint-Arnaud. Hein. C'est Saint-Arnaud, c'est celui qui va aider Louis-Napoléon à faire son coup d'État en 1951. Il écrit donc son truc tous les jours et il l'envoie à son frangin, au fur et à mesure. Et il dit, 11 octobre 1842, nous tirons peu de coups de fusil, nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. 15 août 1845, 500 Algériens s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Ils refusent de se rendre. J'ordonne à mes soldats de les emmurer vivants. Je fais boucher hermétiquement toutes les issues. Je fais un vaste cimetière. Point de suspension. Personne que moi ne sait qu'il y a là-dessous la terre, 500 brigands qui n'égorgeront plus les Français. Ma conscience ne me reproche rien. Bon, extrait. Hein. Et il y a, je te dis, il y en a d'autres avec des histoires d'oreilles, etc. C'est incroyable de dire ma conscience ne me reproche rien. Ah, sa conscience ne me reproche rien. C'est le contraire qu'il est en train de dire en fait. Voilà, donc comme on vient de le voir à l'écran, le monsieur évoque donc des enfumades, crimes abominables, Maître Ben Brahim, ordonnés par l'État colonial. Le plus tristement célèbre reste l'enfumade du Dahra en juin 1845. Mais il y en a eu avant. Il y en a eu également après, selon toujours un ordre formel signé par Bugeaud à ses officiers. Il l'a dit, si les populations résistent, fumez-les à outrance comme des renards. Tout à fait. D'abord, ils ont commencé par El Harrach, parce qu'il faut voir le mouvement donc, des troupes coloniales, c'est Alger et El Harrach. La tribu d'Aoufia d'El Harrach, c'est toute une histoire. Vous savez que c'est pour un simple burnous rouge qu'ils ont massacré des milliers d'Algériens à El Harrach. Les militaires français avaient demandé à un Algérien de collaborer avec l'armée française. Et quand il est arrivé à Alger,
et ils l'ont investi d'un burnous rouge. Le burnous rouge, c'était le signe que cet Algérien était rallié à la France, un petit peu donc leur homme de main. Et en descendant et en repartant chez lui, il s'est fait agresser par un groupe de personnes. On lui a arraché ce burnous rouge, qui était le symbole de la puissance française octroyée à un caïd algérien. Signe d'obédience. Et voilà, et bien, à cause de ça, ils ont fait ce massacre où il y a eu des milliers de personnes qui ont été tuées. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce massacre, c'est ce qui est arrivé aux femmes. Vous connaissez la fameuse histoire de la main de Fatma. Elle est née à partir de là. Ils ont coupé les mains. Pourquoi? Parce que les femmes algériennes, c'était des femmes qui avaient beaucoup de bijoux. Et c'était des bijoux en or. Quand ces renégats sont arrivés, parce que c'est une armée de disparates, de truands, de tout ça. Quand ils sont arrivés, ils ont vu toutes ces richesses, ils n'avaient pas le temps d'enlever les bijoux aux femmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont coupés. Et là, il y a eu deux choses qui se sont passées. La première des choses, c'est qu'ils ont ramassé toutes ses mains et toutes ses oreilles avec des bijoux qui étaient encore pleines de sang. Et ils les ont vendus à la rue Baba Azoun. D'autres ont coupé donc les mains, ils les ont ensablées avec du miel, donc la peau se rétrécit, il n'y a que l'os après qui tient, et ils ont envoyé dans des boîtes ces mains à leurs épouses, à leurs fiancés, etc., en leur disant « je t'offre une main de Fatma ». C'est de là, oui, mais c'est horrible, c'est horrible. Ensuite, ils sont passés donc à d'autres massacres, mais entre les enfumades, il faut penser à la famine. Ils ont affamé ce peuple en disant, comme le disait donc Saint-Arnaud et tout le reste, il faut tout brûler. C'est vraiment la politique de la terre brûlée. C'était le Bugeaud, madame. C'était Robert Bugeaud qui était gouverneur, qui leur a dit brûlez les récoltes, si vous n'arrivez pas à les attraper, vous allez les affamer. C'est là où est né donc, le concept de la politique de la terre brûlée. De la politique de. Bravo. Ouais. C'est ça, effectivement. C'est à partir de là qu'est intervenu le concept de la terre brûlée et ils ont fini avec les explosions atomiques pour vraiment exterminer un peuple. Donc vous voyez, c'est un début d'extermination massive des populations. Et il y en a eu d'autres. On parle des enfumades, mais on ne parle pas assez des gens qui ont été emmurés. C'est-à-dire qu'on les a placés, voilà par exemple l'affaire de Zeralda. Et le fait Zeralda, c'est le maire de Zeralda qui a pratiquement emmuré 45 personnes vivantes. Ça aussi, il faudrait que les gens, ou les historiens, ou les chercheurs penchent un peu sur cette question. Et ensuite, on a eu les enfumades. Il n'y a eu qu'en Algérie qu'il y a eu des enfumades. Oui. Aucun livre d'histoire ne rapporte des enfumades à travers le monde. Il n'y a eu, c'est-à-dire que tous les crimes coloniaux faits en Algérie, c'est des crimes uniques. C'est des crimes uniques. Par la suite, ils sont allés un peu plus loin, avant d'arriver donc à la période 54-62, c'est l'effacement de l'identité. Et moi, je parle de la loi sur l'assimilation. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, les Français, entre guillemets, parce qu'il y a Français et Français, les véritables Français n'existent presque plus. Quand on sait que, par exemple, sur 5 chefs d'État français, eh bien, les 5 chefs d'État français, y compris celui dont le cas est le plus grave, Sarkozy, ne sont pas français à part entière. C'est des émigrés, n'est-ce pas? Et moi, je lis ça à ce qu'a dit De Gaulle en 58, je vous ai compris. Un jour, on fera une émission pour expliquer, je vous ai compris. Donc, entre ces deux périodes, il y a eu des assassinats massifs, des exactions extrajudiciaires, et le nombre est extrêmement élevé. Justement, je me tourne vers vous, Badis Khnissa. Il y a eu en 1952 la première utilisation d'armes, 1852 pardon, la première utilisation d'armes chimiques, c'est à Al-Rouad. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'écoute avec beaucoup d'attention et qui ont pris le reportage où on est épris, on est happé par ce projet colonial finalement, puisqu'avec toute sa composante horrible, abjecte, violente. C'est un dessein colonial.
E-I-N, pas S-I-N. Absolument, C'est un absolument. dessin colonial. Projection d'un temps. J'aime à dire effectivement dessin au projet parce qu'effectivement, il n'est pas limité au génocide, il est limité à toute une architecture, notamment qu'on avait à juste titre énuméré, à savoir comment exterminer l'identité algérienne, comment exterminer l'histoire algérienne elle-même, comment établir une déculturation. Pierre Bourdieu avec son aliénation coloniale notamment. Donc il y a toutes ces étapes-là et on ne peut que justement rester circonspect, mais surtout aussi face à ce mutisme. Hein. Et là, je reviens un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux déclarations du président de la République sur l'obligation de reconnaissance de ce dessein ou ce projet colonial. L'Algérie ne quémande pas encore une fois des excuses. L'Algérie exige une rigueur pour que la France regarde en face justement ce projet colonial, qu'elle regarde avec responsabilité et avec respect surtout envers tous ces martyrs depuis 1830 jusqu'à 1962, pour que enfin on puisse peut-être, je dis bien peut-être, dessiner des pourtours d'un avenir commun. Mais dans l'absolu, et là je reviens un peu sur la France contemporaine, actuelle, qui est une France otage des nostalgiques de l'Algérie française, nulle réconciliation, nulle discussion si, effectivement, l'île ne bouge pas de leur côté, si, encore une fois, ils ne reviennent pas à la raison, puisqu'il est question aussi de responsabilité face à l'histoire. Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure les essais nucléaires, effectivement, ou qui peuvent être considérés, d'ailleurs, d'une stratégie de défense comme une arme de guerre. L'écocide, par exemple, est considéré comme une arme de guerre, puisqu'il met hors atteinte, hors des territoires, hors habitation, c'est-à-dire interdit à l'habitation. Donc, je prends l'exemple du Vietnam avec l'agent orange, par exemple. Donc, vous voyez que, c'est-à-dire qu'on a encore des conséquences directes et indirectes de ce dessein colonial à ce jour, et encore une fois, à ce jour, face à un mutisme irresponsable, irrespectueux, et que la France doit, encore une fois, une bonne fois pour toutes, non pas tourner la page, mais surtout mettre en exergue sur la table les vraies questions fondamentales, à savoir comment réparer ça, comment, avec l'Algérie bien évidemment, dans le respect de ce peuple qui a été, je dirais, victime d'un génocide caractérisé, structuré et orchestré, pour qu'on puisse enfin, je dis bien enfin, non pas assainir, puisqu'on ne peut pas assainir des souffrances, mais au moins mettre des fondations saines pour pérenniser un dialogue à terme. À propos de ça, Badis, la ville de Paris va donner un nom à l'Ouate, c'est le 18e arrondissement. Je sais que c'est un vieux projet des communistes, l'ex-PCF, donc qui voulait un peu... Il est toujours PCF, il existe. Oui, toujours PCF, Parti communiste français. Il fallait une bataille, parce qu'il y a une bataille de mémoire par rapport aux rues, parce qu'il y a la ville de Toul, par exemple, qui a érigé une statue à un autre criminel de guerre, Marcel Bijard, et la rue de l'Ouate existait en fait depuis 1864. Pour Bijard, hein. Il a inventé les crevettes Bijard. Donc on jetait les Algériens avec du ciment dans les pieds, dans l'eau, et ils mouraient noyés. C'est ça Bijard. Ce qu'on appelle les exécutions, les exécutions sommaires. Là, il faut préciser. Non, c'est pas des exécutions. Des exécutions. Non, c'est autre chose. Ça, c'est la période qui va du 28 janvier au 26 août 1957. C'est ce qu'ils appellent la bataille d'Alger, qui en fait, le mot exact. L'appellation exacte, ce n'est pas la bataille d'Alger, parce qu'il n'y a jamais eu de bataille entre les Algériens et les militaires français à la Casbah. J'ai encore jamais vu un char monter les rues de la Casbah et s'affronter à des canons ou quelque chose comme ça. Non. Alors là, les crevettes Bijard, c'est une période bien déterminée. C'est ça qui nous laisse dire qu'il y a eu 8000 Algériens pendant cette bataille qui ont disparu. Certains ont été reconnus, d'autres n'ont pas été reconnus. Et les crevettes Bijard, c'est une invention de ce diabolique Bijard, effectivement. Et d'ailleurs, parce que c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis des années, eh bien, une fois, j'ai reçu sur mon téléphone un tibia et un genou, n'est-ce pas, dans le ciment. Et quand j'ai essayé de savoir qui m'avait envoyé ça, c'était un jeune qui avait plongé du côté de Saint-Eugène, là-bas, et à une certaine profondeur, il a trouvé cette chose qu'il ne comprenait pas, il ne savait pas ce que c'était, mais pour moi, c'était la preuve contre les Français d'aujourd'hui pour leur dire
Voilà, Bijar a reconnu et nous avons la preuve matérielle. Oui, Même absolument, Ossarès Bijar, a reconnu, hein, même Ossarès, qu'il a pu Oui, écouter oui. un tortionnaire. Ossarès, pardon, Et c'est Ossarès. C'est Paul Ossarès qui était d'ailleurs celui qui a tué, qui était parmi les tueurs de Belmehdi, Mohamed Et de Odin aussi. de Maurice Audin. Il y a beaucoup de monde qui ont été Absolument. Gamel, je voulais revenir sur l'épisode de la rue de Leroy. Parce que c'est très important. Cette rue portait le nom de 1864. En 1864, on avait donné cette rue à Paris pour célébrer la bataille. C'était quoi la bataille? C'était le massacre qu'on a évoqué tout à l'heure. Et pour noter, ça c'est les historiens qui le disent, notamment algériens, parce que côté français, c'est toujours un silence total par rapport à ça. Les cadavres d'hommes et de femmes et d'enfants n'ont pas été épargnés par les instruments de la mort et la destruction. Ils ont été tués donc à Leroy. Les soldats français remplissaient des sacs de cadavres et les jetaient dans les fosses communes. 40 résistants vivants ont été placés dans des sacs imprégnés de chloroforme avant d'être brûlés vifs. C'était à Leroy, donc le 4 décembre 1852, parce que le siège a duré presque 2 semaines. Et ce général policier, qui était colonel à l'époque, Pouskaren, qui est mort sur place, et également Vantini, qui s'est fait appeler le général Youssef. Donc son dernier, ce crime, pour certains historiens, c'est le premier gaz, parce qu'avant les nazis, il y avait déjà des nazis en 1852 à Leroy, en Algérie. Voilà pourquoi on peut donner la rue de Leroy à Paris. Gamal Abina, pardon, maître Ben Braham, je reviens vers vous dans quelques instants. Gamal Abina, on rappelle quand même que c'est la toute première utilisation d'armes chimiques de l'histoire. De gaz, oui. Oui, ils ont toujours été raffinés, les Français. Ils ont fait une belle chose, la Révolution, effectivement, qui donnait les droits citoyens à tous. Puis après, ils ont basculé dans la dictature. Il y a eu la terreur, ils ont inventé le terrorisme. Quoique la Révolution a fini en... Oui, c'est pour ça que je dis qu'au début, l'idée était belle, puis après, ça a basculé dans la terreur. Donc, ils ont inventé le terrorisme. Après, ils ont basculé dans le plus atroce dictateur d'Europe, avant Adolf Hitler, on peut le dire, qui adore inspirer Hitler. Il faut savoir qu'Hitler était adorateur de Napoléon. Donc, Napoléon, qui a engendré des guerres à n'en plus finir, qui a massacré des populations entières. Et cet homme n'avait pas de principe humain, contrairement à... Il n'y a que la France qui est Napoléon, il faut être très clair. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils vont en Algérie? Pas seulement parce qu'il y a des problèmes économiques. Ils ont perdu face aux Allemands, Napoléon évidemment. Ils ont une dette de guerre et il faut voler l'argent, l'or qui est à Alger, pour payer l'Allemagne. C'est pour ça qu'ils font la guerre. Et à côté de ça, ils avaient une dette auprès de l'Algérie de blé. Tout à fait, donc non seulement ils devaient de l'argent aux Algériens, mais en plus ils devaient leur voler de l'argent. Donc ça commence par ça au départ. Il n'y avait pas de volonté coloniale. Mais il y a l'autre aspect qu'on n'oublie pas. Et c'est important de le rappeler. Pourquoi une telle barbarie? Pourquoi tuer les femmes et les enfants? Pourquoi les torturer de cette façon? C'est parce qu'on est en plein 19e siècle. Le rationalisme, le classement des races, le racisme scientifique. Et on dit quoi? On dit qu'il y a la race supérieure blanche. Alors on revient sur le nazisme, et les races inférieures. Et nous sommes dans les races inférieures. Donc une race inférieure ne mérite pas de vivre. Et donc à partir du moment où on n'est même pas chrétien, qu'on n'est même pas des hommes, puisqu'on est des hommes colorés, eh bien on peut les tuer à satiété. Et les Français s'en donnent à cœur joie, je parle de l'armée évidemment. Donc il ne faut pas perdre de vue que d'abord c'est une volonté de vol, ensuite de massacre de masse, de négation de l'humanité, et le terme exact qui avait été utilisé, d'ailleurs c'est un des meilleurs discours de monsieur, l'ancien président algérien, le terme exact c'était quoi? C'est de dire qu'il y a eu un génocide culturel. C'est ça le terme qu'on peut utiliser. Oui, c'est c'est une un image génocide intéressante. culturel. Ils ont détruit les mosquées, ils ont détruit 90% d'Alger. La Casbah, qui reste de la Casbah, c'était Alger au départ. Hein. Donc il faut rappeler. Puis moi, j'ai envie de revenir sur la question des essais nucléaires, parce que là, j'ai une petite colère quand même. Hein. Je ne vous cache pas qu'il m'arrive de parler de ma famille, pas souvent, mais là, j'en parle parce que, Allah rahmou, je rends hommage à mon père, qui s'est battu, comme tous les Algériens, pour libérer le pays, qui était à l'est de l'Algérie. On a 30% de la famille qui était éliminée par cette guerre coloniale. Et mon père, malheureusement, il a fait la guerre des sables. Une guerre imposée par le dictateur Hassan II. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été exposé, comme beaucoup d'Algériens, aux radiations. Parce qu'on était dans le sud, à Tindouf, et évidemment, le désert porte les radiations, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il y a encore des particules radioactives qui vont même dans le nord. Et donc il a été exposé à cela, il est mort d'une leucémie après 5 ans de combat. 40 ans après avoir fait cette guerre des sables, il est en France et meurt d'une leucémie. Et bien quand on rentre dans les hôpitaux algériens, dans les hôpitaux français en l'occurrence, ce qui m'a marqué, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il refuse de faire ce travail en France. Mon père rentrait, et naturellement, il disait salam alaikum à la salle. Parce que 80% des malades étaient algériens. Donc les conséquences, on ne les mesure pas parce qu'on ne devait pas les quantifier. Les médecins refusaient de qualifier la leucémie chronique dont il était frappé, mais évidemment, ça ne venait pas de sa famille, ça venait de ses expositions. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, lorsque le président algérien est noblement dit « on ne veut pas de votre argent parce que la France est ruinée », mais par contre, on exige, et c'est l'exigence qu'il faut, des excuses pour les crimes commis. Je rappelle que les Allemands ont été jugés et condamnés pour ces crimes, et c'est comme ça qu'il y a pu y avoir la paix entre la France et l'Allemagne. Là, c'est pour les enfants de la Shoah. On exige C'est le procès des enfants de la Shoah. On exige une reconnaissance. On le rappelle une fois de plus. On poursuit notre débat dans quelques instants.
Merci de nous rejoindre pour cette troisième partie d'Hebdo Show. On poursuit notre débat. Gamal Abina, je reviens vers vous. Vous évoquez les explosions nucléaires. Donc, on y revient. Des explosions pour lesquelles l'ancienne puissance coloniale refuse aujourd'hui encore d'assumer ses responsabilités. Mais aussi en décontamination. Les essais. Des explosions. Explosion. Non, mais les essais, on a utilisé le Sahara Comme testeur, quoi. comme testeur. C'est ça qui est encore plus grave pour moi. C'est qu'on a fait un champ d'expérimentation, une partie de l'Algérie. C'est pas là, ça. Non, moi je vais encore plus loin. Non, je suis plus loin que ça. C'est ça qui Il y a plus grave encore. Non, il y a encore plus grave parce que ça, à la très limite, grave. c'est gentil. S'ils avaient fait ça en 1930 ou 40, à la limite. Sauf que la guerre a commencé, qu'ils savent qu'ils vont perdre le territoire et qu'ils salissent le territoire. Pourquoi ils n'ont pas fait et ces qu'ils laissent les déchets à Tout à derrière fait. eux. En 60, ça a été fait. 4 essais à ciel Le ouvert. 13 février 60, Voilà, la première 4 essais explosion à ciel de ouvert. 70 kilotonnes. Tout à fait. Soit Et ce qui est 5 intéressant- fois celle d'Hiroshima. Oui, mais c'est 63 à celle ciel d'Hiroshima, ouvert, c'est pas exactement. rien. 4 essais à ciel ouvert, après ils font souterrain. Ils l'ont pas fait dans l'Arzac. On sait pourquoi. Et voilà, c'est Ils ça l'ont- le résultat justement. Bien sûr, Ça, des formations. c'est- Ils l'ont fait récemment encore sous Chirac, malheureusement, en Polynésie, En Polynésie, pas en France. jusqu'à Ils vont toujours 96. salir les territoires lointains et se protègent. Donc là, ce que je veux dire simplement, c'est que on parle beaucoup en France, la racaille d'extrême droite, particulièrement la droite, de repentance, donc ils mettent une dimension religieuse qui ne nous intéresse pas, et ils parlent beaucoup aussi de, soi-disant, ils disent qu'on aurait une sorte ils parlent de, comme ça, pas de capital, mais passéiste par rapport à la question de l'histoire, ils utilisent un terme très particulier pour dire que l'Algérie surfe sur le passé. La rente mémorielle. La rente mémorielle. Voilà, cette fameuse rente mémorielle, moi j'ai dit plusieurs fois à la radio et à la télévision là-bas. Et ça ne veut rien dire d'ailleurs. Non, mais Sur le non, plan non, historique, non, ça veut rien non, mais dire. ça veut rien dire, mais maintenant, sur le plan humain, je vais dire un truc, parce qu'on va être très clair. Il faut vraiment que ce soit entendu. Puisqu'il y a une rente mémorielle en Algérie, ce qui est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que les enfants des victimes ne doivent pas en parler. Incroyable. Ben, j'ai envie de dire aux Français, mais chiche, puisque vous avez une grande bouche. Vous voulez plus qu'il y ait de rente? Demandez pardon. Vous annulez la rente immédiatement. Mais là, bizarrement, ils ne sont pas capables de faire ce pas-là. Il faut que nous, on n'écrive pas l'histoire, qu'on n'en parle pas, qu'on ne demande pas aux criminels au minimum de s'excuser de ce qu'ils ont fait. Et eux, ils voudraient qu'on n'en parle plus. Par contre, il n'y a pas de rente. Donc, s'ils veulent qu'il n'y ait plus de rente, qu'ils demandent pardon. C'est pas compliqué. Je l'ai demandé une fois à De Villepin. Pourquoi vous ne demandez pas pardon? Vous l'avez fait pour le Veldiv. Chirac a eu le courage de dire en Le 95. Madagascar aussi. Non, mais le Veldiv, c'est plus grave. Parce que le Veldiv, c'est quand même Vichy. Il distinguait la France de Vichy, alors que la France, c'est Vichy. Et Chirac l'a dit. La France, c'est Vichy, on demande pardon. C'était 40 ans après. Pourquoi est-ce que 62 ans après, ils ne sont pas capables de le faire avec l'Algérie? C'est quoi leur problème? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Vous voyez la crête rouge du coq arrogant. C'est ça qu'on a en face de nous, un coq arrogant. Badis Khnissa, l'Algérie revendique aujourd'hui la reconnaissance des crimes coloniaux, des crimes que la France ne veut toujours pas reconnaître. Et pour en revenir donc à ces explosions nucléaires, à ces essais nucléaires, la France qui refuse également de décontaminer les sites sur lesquels ont eu lieu ces essais. Je pense que la France, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu otage de ces nostalgiques de l'Algérie française, ont du mal et ils se terrent dans un déni de l'histoire, un déni de leurs actes aussi, même si c'est perpétré par leurs aïeux. Ceci étant, aujourd'hui, c'est un État qui se doit de faire ce travail de fond, notamment pour la reconnaissance. Mais pour avoir la reconnaissance, il faut aussi rentrer dans les méandres de ces pratiques, de ce projet génocidaire, de cette épuration ethnique, qu'elle soit culturelle ou autre. Et pour cela, on a besoin quand même d'un minimum de responsabilité, je dirais, et surtout de dignité. Or, aujourd'hui, ils n'ont ni l'un ni l'autre, malheureusement. Et encore une fois, et je me répète, et je répète cette fameuse phrase du président français qui disait que l'État profond n'a pas suffisamment changé. C'est dans ce sens-là aussi qu'aujourd'hui, il y a ces points bloquants qui ont peut-être profité du devoir de mémoire qui est un sujet non négociable, je dirais, pour l'Algérie, puisqu'on a besoin, et c'est ce que je disais tout à l'heure, cette notion d'exigence, notamment de cette reconnaissance, est fondamentale pour tout travail de fond, que ce soit l'histoire, le présent, mais surtout l'avenir. Si tant est, la France veut construire et consolider des relations bilatérales pérennes, mais surtout saines, avec l'Algérie. Donc, il y a la France se terre dans ce déni d'abord, et surtout, la France ne veut pas qu'il y ait un semblant d'espoir, notamment de réchauffement ou ne serait-ce que de travail de fond bilatéral entre les deux pays. Et ils ont trouvé leur simple angle d'attaque qui est celui justement le devoir de mémoire et notamment des sujets qui font quand même, qui sont tragiques. Ce sont des tragédies humaines, ce sont des génocides, ce sont des souffrances, ce sont
les affres du projet colonial sur lequel il surfe aujourd'hui, notamment cette classe politique extrémiste, cette classe politique raciste, cette classe politique qui ne voit que l'Algérie comme fonds de commerce pour pouvoir faire justement du braconnage électoral. Et donc qui bloque, qui crée des obstacles parfois, je dirais, inventés de toutes pièces pour que justement qu'on puisse pas ne serait-ce que se mettre sur une table et que la France mette en avant tout son projet colonial, tout son esprit colonialiste qu'elle a pu mener depuis des siècles, notamment sur le territoire algérien, Alors, dont le peuple algérien a beaucoup souffert. Avant de poursuivre la discussion, le débat, je vous propose de regarder ces images toujours à propos donc, de reconnaissance et on revient juste après. La France doit indemniser financièrement l'Algérie pour les crimes de la colonisation, comme l'a fait l'Allemagne en 2021, en versant 1,1 milliard d'euros à la Namibie pour les crimes de la colonisation allemande. Un tiers de la population algérienne de l'époque ont été tués pendant la conquête. On parle d'1 million de morts. Par des massacres et par la famine provoquée délibérément comme stratégie de conquête qui a fait en elle-même 400 000 morts. On parle aussi des massacres plus récemment de Sétif, de Guelma, de Kerata en 1945. Là, on est sur plusieurs milliers de morts également. On parle du code de l'indigénat, c'est-à-dire l'organisation de quelque chose qui est tout simplement l'apartheid en Algérie française pendant la durée de l'Algérie française. On parle du fait qu'en 1954, 50% des Algériennes accouchaient à la maison pendant que c'était 8% des femmes colons. On a construit des routes, on a construit des hôpitaux, etc. Je voudrais tordre le cou à cet argument bidon, car la construction des infrastructures a été organisée en priorité pour le pillage des ressources. 3% des propriétaires, c'était les colons, mais ils détenaient à eux seuls 25% des terres et c'était les meilleures terres disponibles. Dans un deuxième temps, les infrastructures servaient au bénéfice des colons qui étaient installés. Par exemple, les écoles étaient de qualité pour les colons, mais pas pour les autres. Et on ne laissait que des miettes pour les coloniser. Je pense sincèrement qu'en termes de coût humain total, si on raisonne comme ça, on ne peut vraiment pas mettre sur le même plan tout ce qui a pu être fait à des colons ou à des Français simplement par des Algériens. Et en fait, je n'ai pas connaissance que les barbaresques aient fait 1 million de morts, qu'ils aient fait des camps de déportés, etc. Toutes choses qui ont existé pendant la colonisation de l'Algérie. Quant à l'idée que le système de colonisation aurait eu un bilan éducatif positif, je ne suis effectivement pas d'accord avec ça, puisque en 1954, vous n'aviez que 15%, vous n'aviez que 15% des enfants décolonisés qui étaient éduqués. Maître Benbrahim, je reviens vers vous. La reconnaissance des crimes n'est pas un dossier bilatéral entre l'Algérie et la France, on doit le rappeler. C'est un dossier multilatéral qui inclut tout le Sud global. Oui, alors, juste un petit point pour préciser. Nous avons parlé de la bataille de l'Rouat. D'ailleurs, le terme bataille doit être complètement éliminé. C'est pour ça qu'on doit adapter un nouveau langage historique qui s'approprie les faits et qui relève vraiment de la connaissance parfaite du fait criminel, du fait colonial criminel. 52, la France a testé le chloroforme sur les Algériens, mais n'a jamais reconnu ce fait. Le premier usage du chloroforme reconnu sur le plan international, c'est la guerre de Crimée en 1853. Donc ça, c'est une nouveauté parce que c'est nous qui avons cherché et c'est nous qui avons trouvé et c'est nous qui avons parlé, c'est l'Algérie. Et les conférences que nous avons faites depuis des années sur la bataille de l'Rouat, aujourd'hui, c'est comme un clou dans la tête de ces colonialistes, parce qu'ils restent colonialistes, donc on l'enfonce petit à petit. Maintenant, pour les explosions atomiques, je crois que le problème est beaucoup plus profond que cela. C'est vrai que la France est un pays qui a bâti son histoire sur le mensonge. Sur le plan international, mais sur le plan interne. Parce que les Français ne connaissent pas l'histoire de leur peuple, de leur armée coloniale et du fait colonial. Donc, les explosions atomiques, c'est de véritables explosions, parce que lorsqu'on a une première explosion du 13 février, et je vous ai dit tout à l'heure que le 13 février, nous allons faire une très grande conférence internationale en Algérie pour justement discuter de cette question d'explosion atomique. Cette fois-ci, elle va être plus importante que les autres années. Donc, en 1957, Jules Moche, qui était le représentant de la France, va à l'ONU pour demander de faire des essais nucléaires en Algérie. Et que dit-il? Il faut retenir ça. Il dit, nous allons faire des essais nucléaires dans le désert algérien où il n'existe nulle forme de vie humaine ou animale. Lorsque nous voyons le dossier de 2005, après l'expiration
du délai de secret défense. La France a mis sur le net ce document. C'est un document très volumineux. On aura l'occasion de travailler avec vous la question. Et comme je suis une femme, je suis avocate, donc je travaille sur les preuves, je vous ramènerai les preuves et tout le monde les verra ici. Le dossier est resté 15 jours. Heureusement que pendant cette période, comme on travaillait sur la question, on a été vigilants, on a récupéré par le biais de journalistes français que je ne saurais remercier assez, le dossier. Et qu'est-ce que je trouve sur ce dossier? L'armée française déclare qu'en 1960, il y avait 40 000 Algériens sur cette région. Donc c'était une région qui n'était pas... qui était fortement habitée. Deuxièmement, pourquoi ce silence? Parce que tout simplement, la France a fait des explosions atomiques et a utilisé le peuple algérien comme cobaye, comme elle a utilisé les militaires français. Je leur dis souvent dans nos rencontres, vous avez voulu servir la France, mais la France vous a servi la mort sans vous le dire. Et jusqu'à présent, nous travaillons avec les vétérans, les quelques vétérans qui restent, et c'est grâce à eux qu'on a pu dépoussiérer le dossier, grâce aux procédures judiciaires très poussées de notre confrère Maître Tessonnière, où on a pu obtenir les documents qui nous permettent aujourd'hui de parler, c'est-à-dire les documents des militaires français de l'époque qui racontent aujourd'hui. Justement, Maître Ben Baraham, pardon Gamal, Maître Ben Baraham, plusieurs procédures ont été intentées. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, alors nous avons fait partie de... Je vous dis, ça fait des années qu'on travaille dessus. En fait, depuis 1999, j'ai commencé seule à travailler ce dossier parce qu'en tant qu'avocat, je pourchasse les crimes contre l'humanité. Et ensuite est venu avec moi M. Mansouri, qui est un spécialiste de l'atome et donc de la fission, etc. Et maintenant, le cercle a commencé à prendre des dimensions extraordinaires, puisqu'on travaille avec les vétérans, avec les avocats français qui travaillent sur la question, avec les Polynésiens. Vous m'avez parlé de cette action. Eh bien, les Polynésiens ont entamé une action devant la Cour pénale internationale. Elle a traîné pendant longtemps, parce que vous savez, c'est très long ces histoires-là. Et dernièrement, pour une raison de délai, etc., ils ont pas tout à fait rejeté l'affaire, mais disons qu'ils l'ont ajournée. D'accord. C'est à ce moment-là que le gouvernement français, le président français, s'est rendu compte qu'il était dans une situation très délicate. Il y avait deux solutions. Ou alors reconnaître ce qui s'était passé en Polynésie jusqu'en 1996, indemniser, nettoyer, reconnaître l'étendue des problèmes, insuffler des fonds pour cela, ou alors la solution radicale, c'est se détacher de la France. Et se détacher de la France, il ne lui reste plus grand-chose dans le Pacifique, etc. Donc ces îles sont très importantes pour elle, et c'est comme ça que Macron et Sarkozy et même Hollande se sont précipités sur cette région en faisant le nécessaire, en reconnaissant, premièrement, la pollution de toutes les atolls. Et ça, c'est un premier pas. Mais ce n'est pas fini, parce que la revendication continue. D'ailleurs, dans notre conférence qui aura lieu entre le 12 et le 13 en Algérie, nous avons invité des personnalités ainsi que des députés donc de la Polynésie, pour pouvoir unir nos voix. Parce que le problème de la reconnaissance, et ça c'est important, nous n'avons même pas besoin à la limite de la reconnaissance. Depuis quand le fait de reconnaître un crime absous, même les faits sont constitués. Ça, voilà, les faits sont constitués, ils sont là. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. C'est une phase d'affrontement judiciaire. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, et vous serez la première à le savoir, nous venons de recevoir deux documents d'une importance magistrale. Un document, c'est le rapport qui est fait par un député sur la question du nucléaire en Algérie, des explosions nucléaires. Parce que ça n'est pas des essais. Les essais ont été faits ailleurs. On vous expliquera où ils ont été faits et comment ils ont été faits. Là, c'est pour tester directement l'explosion en Algérie. On a reçu deux documents. Et ça, c'est une aubaine de Dieu, je dirais. Et ces deux documents, c'est un questionnement, 17 questions orientées vers la France et des questions
orientées vers l'Algérie. Les questions orientées vers l'Algérie, en fait, c'est nos revendications. Mais les questions orientées vers la France, il y en a une qui m'a énormément plu. Et qui est? Le mystère. La reconnaissance de ce crime contre l'humanité. Avez-vous demandé des excuses à l'Algérie? Ah, ok. C'est la question, je crois que c'est la 13e, mais pour nous, c'est par là qu'on commence. Et donc, notre conférence, nous Commencera allons par cette, reprendre ce rapport et nous allons peut-être vous le donner, donc le jour de la conférence, et après, nous allons travailler sur les 17 points. Très bien. Donc, cela veut dire que même à partir d'Alger, loin de Paris, loin de tous les... Notre voix s'est fait entendre. Et je vous dirais qu'en 2014, j'ai eu la chance extrême, pour moi c'était une chance extrême, mais je ne crois pas que c'était une chance extrême pour les Français, d'aller au Sénat pour une journée d'études très importante. Et là j'ai expliqué clairement, bon, avocat, j'ai plaidé évidemment, j'ai dit, un essai, c'est une chose. Mais lorsqu'on met 150 Algériens au point zéro, on les expose. Quand on met des militaires au point zéro, quand on sait que des milliers de personnes habitent dans cette zone et qu'on les a pris comme cobayes, je suis désolé, mais nous ne sommes plus dans un essai, nous sommes dans une véritable explosion atomique. Absolument. 4 jours après, je finis, Oui. 4 jours après, Hollande qui avait suivi cette conférence à partir de son bureau, c'est dire l'importance du sujet, mais c'est un sujet qu'on enrobe de secret. Qu'est-ce qu'il a fait 4 jours après? Il a reconnu lui-même. Il a dit textuellement, il est vrai que ce qui s'est passé en Algérie, ce n'était pas des essais nucléaires, mais de véritables explosions atomiques. Pour nous, Algériens, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une reconnaissance politique parce qu'il représente l'État français et c'est la politique française qui reconnaît que c'est des explosions. Justement, Et à partir de est-ce ce que- jour-là, on ne parle plus d'essais, on parle d'explosions. Pour Oui, allez-y, un peu Faisal. aller dans le sens de Mme Benbrahim, merci, pardon, Mahdi, par rapport à l'explosion, parce qu'il faut donner des données, je pense à nos amis téléspectateurs, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il y a eu des essais chimiques et biologiques à Oued El Amous, dans la région En même temps. de Béchar, en Oui, même oui. temps. Même la fusée Ariane, c'était ici. Absolument. Alors, il y a eu 17 bombes dans 4 essais atmosphériques. La gerboise bleue qui a explosé le 13 février 1960, c'est 70 kilotonnes. La bombe d'Hiroshima qui a explosé en 1945, c'était 12 kilotonnes. En fait, c'est Et- 5 fois la bombe d'Hiroshima. 5 fois la bombe d'Hiroshima. Ils sont Et pris elle a fait ensemble. 250 000 morts. Absolument. Alors multiplié par 7 en Algérie. Alors, le 70 kilotonnes, ça veut dire 82 000 tonnes de TNT. C'est ça. Vous pouvez imaginer 82 000 de TNT qui explosent au même moment. Ça vous efface les villes entières. Les 17 explosions nucléaires qui ont lieu dans le sud, à Inaker et à Ergen, ça fait 360 kilotonnes. Ça veut dire 30 fois Hiroshima. Vous pouvez imaginer toute cette puissance. La France, n'a jamais décontaminé les lieux, n'a jamais reconnu Il y en ça. a eu plus. Oui, Ça, et- c'est les 17 qui le reconnaissent. Et qui le reconnaissent, parce qu'il y a eu Mais il y a à d'autres peu près explosions. 56 autres. Les puits, Dans les puits, oui. les zones d'eau. C'est un véritable massacre qu'ils ont fait dans ce Sahara. Pour la dépollution, il y a toute une histoire. Hein. La dépollution, d'abord, il faut savoir que les conséquences des essais nucléaires, on les voit 60 ans après. Non, c'est 1000 ans après. Non, Les non, 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 contaminations, non, c'est non, conséquences, non, les non. conséquences. Écoute, suivez-moi. Ah, les conséquences Suivez- directes. oui. C'est 60 ans après, c'est-à-dire les générations qui viendront 60 ans là, on est après. en Tout plein à dedans. fait. Ouais, ouais, ouais. Là, on est en C'est plein là dedans, on ok, voit toutes les déformations. Là, on est Vous en avez vu ces enfants qu'on a vus tout à l'heure? Moi, je les ai tous connus. Je les ai tous connus. Vous voyez, je les ai tous connus, je les ai tous vus, je les ai tous ramenés avec moi sur des plateaux de télévision, n'est-ce pas? Et donc, Alors, ces 60 ans, vous allez avoir ce genre de personnes. Des malformations. D'accord? Des malformations. Parce que c'est un problème génétique. L'atome transforme la cellule humaine. Mais le poison, parce qu'ils ont fait des explosions au plutonium. Au plutonium, n'oubliez pas. Et le césium aussi. Eh bien, vous savez quel est son âge? 48 800 ans. La moitié de la durée de vie, c'est 24 400 ans. C'est pour dire que le crime va persister encore longtemps. 10 000 Pour la d'années. décontamination, ce que nous avons obtenu le jour où j'étais au Sénat,
notre confrère décédé, qui était extraordinaire, avait reçu un paquet de documents de l'armée française. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux me donner quelques documents? Je les emmène en Algérie, je vais travailler dessus. Il m'a dit, mais écoute, Ben Brahman, moi-même je ne les comprends pas. Regarde. Alors ils lui ont donné des feuilles où il y avait des cercles, des points, des numéros sans aucune argumentation. Lui-même, en tant que spécialiste, il n'a pas pu. Mais une chose, nous avons réussi à avoir un document qui a été le lendemain publié sur Le Parisien avec l'interview qu'on m'avait faite. Eh bien, c'était le nuage radioactif. Nous, on parle de l'Algérie. Ce n'est pas que l'Algérie. Oui, c'est toute l'Afrique qui a été Exactement. contaminée. Oui, tout à fait. Parce que lorsqu'ils ont fait la première explosion atomique, donc le champignon est monté et ils avaient des mesures atmosphériques pour faire l'explosion. Donc le vent allait dans le sens du Sahara. Vous voyez l'intention criminelle qu'ils avaient. Ils ont fait exploser la bombe. Sauf que Dieu est plus grand que tout. À un certain moment, le nuage est descendu très bas, puis il est remonté. Et vous savez quelles sont les zones contaminées dont ils ne veulent pas parler? L'Espagne, le sud de la France, l'Italie, la Grèce, l'île de Chypre. Toute cette zone méditerranéenne du Nord est contaminée au même titre que Alger. Donc c'est les retombées radioactives. Et d'ailleurs, 3 jours après, en Espagne, il y a eu El País qui a fait un article dans lequel il dit: une pluie noire est tombée sur l'Espagne, mais on ne sait pas ce que c'est. La France n'a jamais voulu leur dire que c'était les retombées radioactives. Et les deux aviateurs qui suivaient le nuage radioactif, eh ben, un a été aveuglé sur le champ. Donc vous comprenez que le dossier est très, 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 très profond, et le secret est toujours là, parce que Sarkozy, en 2008, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a rendu ce dossier incommunicable. Et maintenant, on ne peut plus l'avoir. Très important, Maître Benbraham. Nous sommes des républicains et nous avons un président de la République qui a dit une phrase qui est lourde de sens. Il a dit lors de son discours: vous voulez qu'on soit amis? Il l'a dit dans une intonation que tout le monde peut que comprendre. Vous voulez qu'on soit amis, venez nettoyer les sites nucléaires. Je ne veux pas de votre argent. On n'a même pas la carte des déchets. Je ne veux pas de votre pognon. Vous voulez qu'on soit amis. De votre pitié, en fait. Vous voulez qu'on soit amis, ma dignité ne s'achète pas. Tout à fait. Vous voulez qu'on soit amis, il n'y a aucun problème. Tout le monde peut faire des erreurs. C'est dans le sens de cette phrase, c'est exactement ça. Venez réparer ce que vous avez fait. À partir de là, on peut commencer à discuter. Et là, il y a une loi internationale. Et il a aussi dit aussi quelque chose. Payeur. Exactement, pollueur-payeur. Il a aussi dit une chose qui est lourde de sens. Il a dit accuse une minorité haineuse. C'est ça. Une minorité haineuse en France qui bloque toute avancée sur le dossier de Maurienne. Il ne faut pas faire d'amalgame en disant que c'est toute la classe politique française Tout à fait. qui ne veut pas Tout à fait. régler le problème du Sahara et des déchets nucléaires. C'est une minorité haineuse. C'est les dires du président. C'est très important de le dire. Il sait très bien ce qu'il dit. Et c'est très bien ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il sait, lui, pertinemment, que ce ne sont pas les Français qui ne veulent pas régler le problème, ce ne sont pas les politiques dans leur majorité qui ne veut pas régler le problème, c'est les anciens aigris de l'OAS et les anciens aigris nostalgiques de l'OAS et de l'Algérie française, ceux qui ont encore l'Algérie à travers de la gorge. Et il faut savoir très bien faire le distinguo. Bien sûr. Tant qu'on arrivera à avoir des mots pesés qui ont leur sens, Tout à fait. on avancera. Si on continue à suivre justement les diatribes qui sont dites à partir de France vers l'Algérie, on n'y arrivera pas. Exactement. On n'est pas en train de faire la manche, on n'est pas en train de demander des réparations économiques. Ni repentance, ni argent, c'est ça. Voilà, on ne veut que ça soit nettoyé de façon conventionnelle, parce que ce sont des... Oui, c'est des conventions, c'est tout à fait juste. De façon conventionnelle, parce que ce sont des explosions nucléaires. Rien de plus. On ne veut rien de... On n'est pas là à demander des dommages et intérêts dans des cours pénales internationales. On n'est pas là dans des tribunaux administratifs partout à demander de l'argent. On n'est pas là pour l'argent. Asseoir notre droit sur le plan international
et avoir l'auteur de ce crime en face. Parce qu'en fait, la colonisation, c'est une série de crimes contre l'humanité. Contre l'humanité. Et pas que contre l'Algérie en plus. Oui, tout pas à que fait. contre l'Algérie. C'est comme le cas de Tchernobyl, où vous vous rappelez, où ils ont dit comme quoi non, ça s'est arrêté aux frontières c'est ridicule. germano-françaises. Au niveau du Rhin, tu ne peux pas arrêter un nuage à travers une frontière qui est traversée par un fleuve. La radioactivité, c'est entre l'Alsace et l'Allemagne. C'est pas prévenir la population de s'abriter quand il y avait des pluies qui arrivaient. Exactement. Badis Khnissa, avant de clore le débat, une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il faut lever un plaidoyer international avec d'autres pays qui ont subi justement des crimes coloniaux? Alors justement, je rebondis sur ce qui a été dit, effectivement, dans une peut-être action commune, collective, avec d'autres pays. Pardon? En 45 secondes. 45 secondes, c'est très très compliqué sur un sujet aussi complexe. Non, mais action commune, action conjointe, notamment avec d'autres pays qui ont une certaine analogie, notamment en matière de souffrance, de décès nucléaires et d'explosions nucléaires notamment. J'ai pris tout à l'heure l'exemple du Vietnam, qui à ce jour, et d'ailleurs rapidement, peut-être ce sera pour l'autre partie, moi je serais curieux de savoir en matière de revendication justement de ce droit vis-à-vis de la CPI, quand on sait que la CPI ne reconnaît pas ce type d'acte. Est-ce que c'est l'angle d'attaque, c'est justement d'aller sur un écocide dans lequel on pourrait le qualifier notamment de génocide ou de crime de guerre pour qu'on puisse justement avoir gain de cause? C'est un génocide. À partir du moment où il y a des morts... Vous savez, la CPI, elle joue sur les définitions, effectivement. Mais là, elle a retenu simplement, c'est une question de documents ou quelque chose comme ça. Donc, la fois prochaine, je ramènerai avec moi l'arrêt. De toute façon, il y aura la requête et l'arrêt. Très bien, merci il y aura la Maître Ben troisième Brahim. saison Ben Brahim, ça c'est sûr. Il y a eu la première saison, la deuxième, il y aura Merci la troisième. Maître Ben Brahim d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci beaucoup. Merci à vous, Maître. Mesdames et messieurs, nous revenons dans quelques instants. Hebdo Show se poursuit pour la dernière partie et vient de nous rejoindre autour de la table un autre Badis, Monsieur Badis Khaldi, qui s'installe à côté de Badis Khnissa. Bonsoir, Monsieur Badis Khaldi. Vous faites alliance contre nous, les badis? Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Khaldi. Alors, vous êtes ingénieur et fondateur de la start-up Audimatic. Donc, concrètement, Audimatic, qu'est-ce que c'est et surtout, comment ça marche? Audimatic, c'est une nouvelle plateforme et c'est une innovation, une première mondiale. L'intérêt, c'est un outil qui permet de mesurer en temps réel l'audience sur les satellites et l'IPTV. Il faut dire que l'audience est un sujet qui a été traité, abordé sur plusieurs facettes dans l'audiovisuel. Chaque chaîne a toujours cherché à avoir une audience parce que pour pouvoir la présenter aux annonceurs, il faut expliquer aux téléspectateurs que les chaînes de télévision free-to-air gratuites, leur plan de financement se fait par la publicité. Vous avez des chaînes payantes et vous avez des chaînes gratuites. Mais même les chaînes payantes sont aussi financées en grande partie par la publicité. Donc chaque chaîne de télévision, afin de financer ses programmes, sa grille de programmation et son fonctionnement, doit pouvoir justifier d'une audience auprès des téléspectateurs pour pouvoir placer de la publicité. Donc on a toujours cherché à avoir une audience. Aujourd'hui, pourquoi Audimatic, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose qui va changer la façon de voir la télé et de traiter la télévision et surtout de remettre le programme au cœur de la télévision, c'est parce qu'on a toujours fait appel à des méthodes traditionnelles de sondage. De sondages qui sont faits par des institutions bien connues dans chaque pays et qui ont fait des enquêtes téléphoniques pour faire une enquête, pour pouvoir avoir les préférences des gens. Et ces sondages-là se feront par des campagnes, une fois par an généralement, 2-3 jours, en faisant des enquêtes téléphoniques pour 800 000 personnes. Ces instituts de sondage, c'est les mêmes qui ont fait les sondages pour les produits, c'est-à-dire on va placer de la publicité, donc on va déjà faire un échantillon sur un produit, une marque, comme en Algérie, surtout le mois de Ramadan, donc les marques arrivent sur le marché, ils essayent de vendre leurs produits, donc les instituts vont définir à qui on va vendre, comment et tout.
Et ces mêmes instituts vont faire des sondages aussi pour les télévisions. Sauf qu'on a toujours oublié que la télévision, ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas une marque qu'on essaie de vendre, mais c'est des programmes et une grille. Et une grille de programmes, c'est quelque chose de dynamique. On ne peut pas questionner une personne sur qu'il aime une chaîne, mais il ne pouvait pas non plus questionner toujours sur les programmes qui changent de jour en jour, de mois en mois. Et ce qui fait qu'on était un peu bloqué, mais on a toujours fait appel à ces institutions parce que c'était le seul moyen d'avoir des chiffres jusqu'à maintenant. Et personne n'était capable, jusqu'à maintenant, par exemple dans le MENA, en Afrique du Nord ou le Moyen-Orient, même en Europe, on ne peut pas avoir, très peu de pays ont un vrai outil de mesure et non plus de sondage. Donc Audimatic, c'est une révolution qui apporte une mesure réelle, temps réel, continue, jour par jour et à la seconde, je précise. Donc pourquoi on a fait à la seconde? Parce que cet outil s'adresse aux chaînes de télévision, aux directeurs de chaînes, directeurs de programmation commerciale, mais aussi à la seconde aux annonceurs, parce qu'on peut lui dire une publicité, enfin une bande d'annonce qui fait 15 secondes, 20 secondes, à telle seconde elle a commencé, est-ce que les clients, enfin le téléspectateur continue à regarder, ou il a changé, ou il a zappé, et donc on peut lui faire un retour, un comptage automatique, et il s'adresse aussi aux institutions, aux opérateurs de satellites. Comment m'est venue l'idée? Exactement. L'idée. C'est bien, vous répondez à mes questions avant même que je les pose. Non, parce que, en fait, certains m'ont dit vous avez réalisé un rêve. En fait, je n'ai pas réalisé mon rêve, j'ai réalisé un besoin. Nous sommes des ingénieurs et on nous a appris à l'école algérienne, un ingénieur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions face à une problématique. La problématique, moi j'étais directeur régional d'un opérateur satellitaire et donc j'ai porté plusieurs chaînes de télévision sur des satellites. Et on passait les chaînes de télévision, le but c'était de faire de la qualité, on devait améliorer les chaînes en faisant du SD, HD, aujourd'hui on parle de 4K. Et donc quand on va vendre cet espace de broadcast, donc quand on va diffuser une chaîne, on va la passer de SD, j'ai toujours voulu porter les chaînes algériennes du SD au HD. Et à l'époque, quand on portait les chaînes sur le HD, ou même on n'a jamais réussi jusqu'à maintenant à faire du 4K, mais ça va venir, on n'avait pas de retour, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens regardent? Est-ce qu'ils regardent des chaînes SD, HD, quelle qualité, sur quel satellite, comment? Est-ce qu'ils regardent en continu? HD, c'est une meilleure qualité. HD, c'est une meilleure qualité, tout à fait. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des chaînes algériennes, elles sont en HD, oui, tout à fait. Donc on a réussi à faire ce passage. Mais c'était un passage très, très difficile. Et tout le monde me disait, M. Khaldi, est-ce que les gens me regardent sur quel satellite, en quelle qualité? Je vais payer la HD, mais est-ce qu'il y a un bon retour? Parce que c'est un investissement très, très lourd. Et on n'avait aucune mesure, y compris les opérateurs satellitaires, n'avaient pas ça et ils faisaient des enquêtes standards. Donc quand j'ai quitté, j'ai commencé à réfléchir et il fallait trouver le moyen le plus simple d'avoir cette mesure, pas seulement dans un pays, mais de plusieurs pays. Donc l'idée, est-ce qu'il fallait fabriquer des boîtiers qu'on met chez les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils font? Mais si on met un boîtier, on ne veut pas savoir quel est l'outil que le téléspectateur utilise réellement. Donc l'idée, c'était d'utiliser les box, donc les démos que les Algériens qui m'écoutent peuvent très bien comprendre, c'est les démos qui sont chez les gens. Donc on installe un software à l'intérieur et une fois que le software est connecté à Internet, pour une raison de mise à jour ou à l'achat, automatiquement les données de zapping sont envoyées à la seconde à notre, à notre système, à notre plateforme et automatiquement une personne elle est branchée. Est-ce qu'elle va regarder le satellite ou l'IPTV? Quand il regarde le satellite, sur quel satellite? Qu'est-ce qu'il regarde comme chaîne? Est-ce que c'est une chaîne en arabe, en français? On peut faire plein de statistiques. Et une seconde, une minute, 10 minutes après, il change, donc il zappe, il est parti voir une autre chaîne. Et donc, on peut suivre box par box, donc démo par démo, une large population répartie sur l'ensemble du territoire national. Et on peut à ce moment-là faire des statistiques, on regarde telle chaîne, on a changé, qu'est-ce qu'on regarde dans certains pays. Et donc, on a une visibilité sur tout ce qui est regardé, chaîne nationale ou chaîne étrangère, et dans tous les pays. Très bien. Donc voilà. Très bien. Mahdi, avant de revenir vers vous, Monsieur Khaldi, Mahdi, il est aujourd'hui primordial que le secteur de l'audiovisuel algérien
se développe. Cet outil qui est donc audimatique, est-ce qu'il est nécessaire justement selon vous pour la modernisation de ce secteur? Il est nécessaire parce que l'audiovisuel est en perpétuelle évolution et qu'on doit savoir où on va, on doit savoir quelles sont les chaînes qui sont regardées, on doit savoir quelles sont les chaînes qui sont appréciées, quels sont les programmes qui sont justement suivis pour développer ces programmes, pour leur donner plus de matière, pour les mettre dans plus de cases de la semaine, parce que le consommateur, justement, peut-être qu'il préfère telle émission à telle émission. Est-ce qu'il préfère du sport le matin ou est-ce qu'il préfère du sport le soir? Est-ce qu'il préfère parler politique à 10h du matin ou à 22h? Et bien tout ça, le projet, parce que pour moi c'est un projet révolutionnaire de Badis qui est ici présent, nous permet justement de quantifier et d'écrire tout ça. Pour moi, c'est une sorte de munition supplémentaire aux chaînes de télévision algériennes pour pouvoir réguler et dispatcher en quelque sorte leurs programmes. Je ne vois pas d'autres outils aujourd'hui en 2024 en Algérie, avec toutes les chaînes de télévision que l'on a, qui puissent avoir justement ce rôle-là. Et en France, tu as les box classiques, Free, Bouygues, SFR, et la quatrième c'est Orange, avec les démos que nous avons ici en Algérie et avec le software qui est à l'intérieur, on pourra avoir justement ce travail de suivi et ce travail justement de développement des chaînes de télévisuel algériennes. Peut-être ça mettra, Mahdi, ça mettra fin, peut-être, je me dis, à la polémique, parce que vous savez, M. Badis, que chaque mois de Ramadan, on a cette polémique et la chaîne la plus vue. Il y a toujours des sondages qui sont publiés à la fin du Ramadan, la 3e, 4e semaine de Ramadan. Cette chaîne a déplacé l'autre. Les personnes qui regardent, est-ce qu'ils regardent des émissions de cuisine? Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'émissions de cuisine durant le Ramadan. Est-ce que c'est le feuilleton, c'est le drama, le comique, etc. Probablement que cet outil de M. Badis, de l'entreprise qu'on vous gérez, va peut-être, on va aller vers des normes plus objectives, plus scientifiques, pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on regarde, à quel moment, pas forcément au Ramadan, parce que chez nous on a tendance à réduire la saison télévisuelle Exactement. au Ramadan, aux feuilletons, aux sitcoms, aux émissions, etc., aux talk-shows, etc. Et on oublie que la télévision, c'est durant toute l'année, il y a la période des vacances, les grandes vacances, la période de la rentrée sociale, la période des vacances d'hiver, etc. Donc cet outil, je pense, à mon avis, je rejoins ce que dit Mahdi, va un peu, on va aller vers des normes, disons, plus universelles en matière de quantification, en matière d'évaluation de l'audimat. C'est un outil révolutionnaire et qui peut changer le champ médiatique. Attention, parce que moi je pense que ce que fait Badis est très bon pour qu'on puisse se reconcentrer sur ce qui marche. Parce que tu n'as pas de retour, malheureusement, par rapport à l'audimat actuel. Et ce projet, enfin, maintenant c'est plus un prototype, j'allais dire ce prototype, mais c'est plus un prototype vu que tu l'as fait. Voilà, ce produit est un produit qui va pouvoir vraiment rajouter de la qualité au marché audiovisuel national. Et c'est ça qui est important, c'est que pour le consommateur, puisqu'on regarde tous la télé autour de la table, c'est important parce que maintenant on va voir ce que les gens regardent et on va décupler ça un peu partout pour éviter de regarder des choses que les gens n'aiment pas. Badis Khnessa, il y a eu justement plusieurs réformes qui ont été mises en place. Donc il y a notamment la loi sur l'audiovisuel qui a été donc adoptée pour la modernisation du secteur de l'audiovisuel. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu dans la même lignée, je dirais, cet aspect innovant, notamment de l'audiovisuel. Et je m'inscris totalement dans ce qu'a dit Mehdi, c'est-à-dire que on va faire de l'audiovisuel différemment, exactement, autrement, mais surtout en s'inscrivant dans l'ère de l'audiovisuel, notamment du monde de la planète. Et ce qui est formidable dans cet outil, effectivement, après il faut voir peut-être son planning de déploiement opérationnel à terme, mais il permettrait effectivement, comme disait Mehdi, de repenser le rapport entre l'audiovisuel, les médias notamment, le 5e pouvoir au passage entre parenthèses, et l'utilisateur final, pour qu'on puisse effectivement à terme reprogrammer, déprogrammer, réajuster, adapter en fonction justement de l'identification d'abord et le décryptage du comportement de l'utilisateur à travers justement cet outil. Et l'audiovisuel notamment, les réformes en matière d'audiovisuel permettent ce type d'avancée, je dirais technologique, mais aussi permettent de comment structurer mieux, organiser mieux notre audiovisuel pour lui donner justement tous les leviers, tous les outils, y compris technologiques, nouvelle ère notamment, de révolution technologique, pour qu'il puisse justement être d'abord, je dirais, en droite ligne avec, en rapport avec la demande, notamment de l'audiovisuel algérien, mais surtout aussi qu'il soit paré
à toute éventualité, puisque nous savons, avec cette nouvelle ère de guerre technologique aussi, y compris dans les médias, ça nous permet effectivement de mieux s'armer, de mieux comprendre notamment la physionomie de l'audiovisuel, qu'elle soit d'ailleurs nationale ou même internationale. C'est bon aussi pour les diffuseurs et également pour les Surtout. producteurs. Surtout. Parce que les diffuseurs, savoir à quel moment on diffuse le feuilleton, surtout pour les femmes au foyer, parce qu'on peut le diffuser à 17h, à 19h. C'est bon aussi pour les émissions économiques. Mais c'est bon pour les chaînes en pour elles-mêmes, les chaînes Monsieur télévision, Khadi, nous le disions tout à l'heure. Oui, nous aide pour la programmation des chaînes, mais également pour les producteurs, parce qu'il y a des producteurs de feuilletons, notamment au Ramadan, il y a des producteurs d'émissions, de grandes émissions, de talk shows, etc. Donc quand on a une idée, parce que c'est vrai qu'à ce jour, on navigue à vue par rapport aux besoins du téléspectateur. Qu'est-ce que veut le téléspectateur? Et qui regarde la télévision? Est-ce que c'est les femmes d'un certain âge? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que les ménagères? Est-ce que les personnes âgées? Est-ce que c'est les enfants? Et est-ce que réellement les enfants regardent des dessins animés qui sont diffusés par la télévision? Est-ce qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux? Donc je pense que c'est des outils qui sont très importants à l'heure actuelle, à l'heure où on inspire à avoir un audiovisuel très développé. Il y a une nouvelle loi, vous avez dit, nous avons évoqué cette loi qui va, avec les quelques applications qui vont venir, donc un peu organiser mieux le secteur audiovisuel. Maintenant, le secteur audiovisuel en Algérie, il est diversifié, il est multiple. Il y a plusieurs chaînes publiques et privées. Et peut-être que donc, avec ces outils, on va mieux donc, maîtriser les demandes des téléspectateurs, mais également les demandes du marché. Gamal Abina, est-ce que l'industrie de l'audiovisuel est aujourd'hui un secteur de soft power nécessaire? C'est plus que nécessaire. C'est une arme de guerre, littéralement, qui n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, les États-Unis, par exemple, utilisaient le cinéma pour faire la propagande. La télévision, c'est né chez les nazis. C'est eux les premiers à avoir, pour la première fois, utilisé la télévision en diffusion directe pour les Jeux Olympiques. C'est un truc que les gens ne savent pas, mais c'est eux qui ont initié ça. Donc c'est un soft power, c'est un moyen de communication. Moi, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que je remercie l'école algérienne de produire des ingénieurs qui soient capables de faire l'innovation. C'est déjà une belle chose, parce que là, ça ne vient pas de l'étranger. Deuxième chose, j'ai des questions précises par rapport à ce que vous dites. Parce qu'en France, il y a un instrument que je vois, je consulte parce que j'ai un média là-bas aussi qui passe à la télévision, médiamétrie. Donc qui mesure de façon assez précise, semble-t-il, le nombre de personnes qui regardent le programme. L'intérêt, juste pour en arriver aux choses importantes. On a parlé de contenu, c'est vrai, c'est important de parler de contenu, parce qu'il ne faut pas non plus que la télévision soit bêtifiante, il faut aussi qu'elle élève les esprits. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est avant toute chose, vous l'avez évoqué au départ, c'est que les annonceurs sachent quelles cibles ils vont cibler. Quel intérêt de placer sur une télévision qui fait 100 000 par rapport à une qui fait 1 million, et donc de rentabiliser leur investissement dans un programme. Vous avez une arme qui, semble-t-il, une arme économique, je veux dire, qui toucherait les satellites, si j'ai bien compris, vous allez à la source, et il faudrait intégrer par un software, donc c'est pas du matériel, c'est un programme qui serait lancé dans les différentes box et l'équivalent des box en Algérie. Votre programme, est-ce que ce serait possible et réalisable techniquement? Quelle différence y a-t-il avec médiamétrie? Et comment vous mettriez à convaincre les possédants des satellites, tout simplement ceux qui ont les box, d'accepter d'être quelque part, du point de vue de celui qui regarde la télévision, être espionné? Alors, c'est une très bonne question. Il y a une grande différence entre ce qu'on a fait et médiamétrie. Médiamétrie, vous avez cité, je connais, il y a 20 ans, on a travaillé dessus aussi. C'est un outil qui a été fait, qui existe, qui est là. Mais il faut rappeler que médiamétrie existe. C'est de l'audience sur la TNT. Donc, médiamétrie ne mesure que les chaînes terrestres. C'est-à-dire, on va voir les chaînes françaises en France. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'un Français peut regarder sur une chaîne anglaise, une chaîne italienne, une chaîne européenne. Donc, c'est les chaînes terrestres. Donc, c'est un peu limité, les chaînes terrestres. Mais comment les mesure, justement? Voilà. En fait, c'est très simple. On va financer un projet, on va fabriquer une box, et on va mettre chez un panel. Je vois qu'ils ont commencé avec 4000 et après ils sont partis. Donc, et ils vont mettre sur un panel les 4000. Et la personne, quand elle va regarder la télé, elle va regarder à travers ce boîtier-là. Donc c'est une moyenne statistique en vérité. C'est une moyenne statistique. C'est des statistiques. Après, la question, est-ce que la personne, est-ce qu'elle regarde à 100% sur ce boîtier-là, qu'elle n'a pas un autre boîtier? Est-ce que quand elle regarde, sachant qu'elle est suivie, elle va regarder en toute liberté et tout ça? Donc, toutes ces idées-là, en fait, nous, on les a réfléchies. Et au lieu de regarder en Algérie que les chaînes algériennes où la TNT est fabriquée un appareil pour lequel on va entretenir, qui va nous coûter un coût très très cher, l'idée, c'est d'aller directement sur comment les gens regardent la télévision chez nous et dans le MENA et dans les pays qui nous concernent. Donc, ils travaillent avec les box. Donc, l'idée, c'est de dire, je ne vais pas fabriquer, financer un projet de 15 millions, 40 millions de dollars qui coûte très cher et après l'entretenir, c'est ce qu'ils font et ça leur coûte très très cher. Je vais utiliser le parc existant, ça veut dire que je vais utiliser l'appareil de la personne au lieu de lui donner un appareil. Donc, une solution intégrée. Donc, une solution intégrée. Avec son accord. Avec bien sûr, parce que
parce que déjà, nous, on a les données qui arrivent, elles sont complètement non personnelles. Oui. Parce que la box du satellite, il n'y a pas votre nom, il n'y a pas d'abonnement. Donc, donc, il y a elles déjà sont un retour, complètement quoi. anonymes. Ok. Donc voilà, il y a un retour. C'est Et encore donc à mieux. ce moment-là, aujourd'hui, on est en train de suivre 300 000 box dans le monde. 300 000 box qui sont connectées. Ah non, donc c'est énorme. énorme. Ça n'a rien à voir avec Médiamétrie. Son projet est énorme. Et Et, donc, et vu que c'est une start-up algérienne, je suis juste fier. Voilà, C'est- donc on peut savoir toutes les chaînes. Qu'est-ce que peut regarder un Algérien en Algérie, qu'est-ce que peut regarder un Tunisien en Tunisie, quelqu'un au Moyen-Orient, comment on regarde les Algériens en France, on peut savoir. Et justement, tout à l'heure, j'écoutais, vous parlez du discours du président, je tiens juste à signaler que le discours qu'il a fait, c'était le 29, on a vu l'audience, il a fait une audience exceptionnelle. Vous avez les Pendant son chiffres discours. On a les chiffres, donc, et elle a fait un discours, et donc l'intérêt d'un outil comme ça, c'est de savoir comment c'est perçu en Algérie, mais au-delà, parce que le satellite, en fait, nous en Algérie, les chaînes algériennes sont sur des spots sur tout le Moyen-Orient, et aussi on a des diffusions en Europe et même en Amérique. Donc on peut connaître les audiences un peu partout, de toutes nos chaînes en Algérie, mais à l'extérieur, et aussi des chaînes étrangères chez nous et ailleurs. Donc vous disiez tout à l'heure que l'audiovisuel, il faut rappeler que c'est un secteur d'activité. C'est une économie à elle tout seul. Comme l'industrie, comme le tourisme, l'audiovisuel, c'est une industrie qui fabrique du contenu et aussi c'est un support pour notre économie. C'est-à-dire, quand les industriels qui passent la publicité, justement, il ne faut pas voir la télé comme juste un support, je passe la publicité. Non, c'est un support qui va aider nos entreprises à se développer, qui va porter notre économie. Exactement. Donc, quand les annonceurs vont mettre leurs produits, quand on va produire Made in Algeria, quand on va mettre ces chaînes algériennes, si nos chaînes algériennes, elles sont fortes, elles sont vues à l'étranger, si elles sont vues en France, aux États-Unis, on va porter notre économie, on va porter notre voix politique, on va porter plein de choses. Donc, l'outil est destiné non seulement aux annonceurs. Mais je rappelle, parce que quand j'ai eu des discussions avec beaucoup de professionnels, surtout depuis qu'on a eu le prix là, le 6 octobre... Justement, je le rappelle, messieurs, peut-être que vous n'êtes pas au courant, je vais vous prendre la parole un tout petit instant. Je vous le rappelle, donc Audimatic a récemment remporté le prix Projet innovant de l'année. C'était lors de l'ASBU, Broadcast Pro Middle East Awards. Félicitations. Voilà, Gamal Abina est très... Il y a de quoi. Très impressionné. Donc c'est un prestigieux événement tenu à Dubaï qui récompense l'excellence dans les domaines de la technologie télévisuelle et radiophonique. Et justement, Monsieur Khaldi, quelles sont vos ambitions aujourd'hui avec donc ce prix que vous avez remporté? Est-ce que vous souhaitez devenir un leader dans le domaine de la mesure d'audience? Est-ce que vous voulez faire d'Audimatic plutôt un instrument de référence? Tout à fait. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'en Algérie, j'aimerais encourager tous les jeunes qui développent des startups de ne pas avoir peur, de ne pas avoir d'oser et de tester et d'aller à l'aventure et de pas. Nous, quand on a eu ce prix-là, moi, quand je me suis inscrit, il y a eu un très bel article écrit sur nous. Donc, je me suis inscrit à ce concours. Les années dernières, il y a eu toujours 3, 4 finalistes. Cette année, il y a eu 7 finalistes. Oui. Nous étions face à des très, très grosses entreprises. Quand j'étais finaliste, je ne croyais pas que j'allais gagner, franchement, parce que quand je vois les sponsors qu'ils étaient et puis la taille de ces entreprises, d'ailleurs, nous étions un petit peu en dernier, et parce que quand vous avez venir un Algérien, une petite entreprise, on ne vous connaît pas. Moi, je n'ai pas eu peur, ça va, donc on est resté. Et quand on nous a annoncé comme celui qui a gagné l'innovation, nous étions très, très fiers. En fait, il ne faut pas avoir peur. Et ce que je peux vous dire, c'est que Audimatic a rapporté une nouveauté qui n'existe pas mondialement. C'est-à-dire, mondialement, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, quiconque, qu'est-ce que regardent les gens sur tel satellite, quel est leur choix, quelle est leur chaîne. Et à partir de là, de la chaîne, je peux vous dire quel est le nombre de chaînes arabes qui sont vues, les chaînes anglaises, les chaînes thématiques, les chaînes payantes, non payantes et tout ça, pays par pays. Et ça, personne n'est capable de le faire. Vous citiez tout à l'heure Audimatic. Ils ont fait quelque chose en France, après ils ont fait dans un autre pays. Et c'est tellement coûteux qu'ils ont du mal en fait à entretenir. Et nous, avec une idée simple, elle était difficile à mettre en œuvre, on a réussi à le faire et on peut l'innover. Et donc l'intérêt aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais en parler, l'économie de l'audiovisuel, c'est une économie à part. Aujourd'hui, elle souffre de quelque chose, elle souffre de la perte de confiance des annonceurs
C'est-à-dire tout le monde me dit « Ah ben aujourd'hui, nous, mon fils regarde sur les plateformes web, TikTok, La concurrence YouTube, Internet, ouais. voilà, la concurrence. Pourquoi? Parce que les annonceurs, depuis les 5-10 dernières années, ont commencé à avoir des statistiques et des mesures qui sont sur le web, un peu quand vous allez, quand vous Très faites fiable en plus. les clics, sont fiables. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va déporter la publicité et le gros de la publicité sur quelque chose sur lequel on a des chiffres. Oui, c'est ça. Donc j'ai rencontré, depuis qu'on a eu le prix, on discute avec des grandes marques et ils nous disent ce qu'elles disent. Nous, aujourd'hui, sur les 3 prochaines années, on a fait beaucoup de R&D, on va mettre sur le web, sur les applications. Ils ont délaissé la télévision linéaire. Et c'est devenu, tout le monde dit, ah, la télévision linéaire, c'est fini. Non, c'est pas fini, parce que si aujourd'hui, c'est surtout nos chaînes algériennes, j'espère elles vont suivre toutes, si on arrive à avoir des vraies mesures et des vrais retours, et on remet le programme et la qualité en place, on va non seulement avoir un retour, mais on va reproduire et refabriquer, recréer de l'emploi. Et dans le projet que porte l'Algérie aujourd'hui de digitalisation, un outil de mesure réel en temps réel, et ce sera un pilier de l'entreprise et de sa digitalisation, de l'entreprise audiovisuelle et de la digitalisation pour pouvoir travailler sur la qualité. Donc le but, ce n'est pas de dire une chaîne est meilleure que l'autre, c'est de dire une chaîne a mis un produit, est-ce que ce produit correspond à ses téléspectateurs et comment le téléspectateur, s'il n'a pas aimé et qu'il est parti sur une autre chaîne, nous on peut lui dire, il peut s'améliorer et aller à la conquête et toujours capter. Et mon rêve à moi, c'est non seulement être la référence, mais rendre cet outil pas pour juger une chaîne par rapport à l'autre, ce que font les autres, juste un simple classement, mais un service à valeur ajoutée pour améliorer les chaînes. Et mon rêve, c'est que les chaînes algériennes soient une référence à travers cet outil et qu'ailleurs, les gens commencent à regarder les chaînes algériennes. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à capter l'utilisateur, non seulement l'algérien, mais l'étranger. Et qu'on commence à produire des séries. Pourquoi? Parce qu'on a compris le phénomène du téléspectateur, qu'est-ce qu'il cherche et quand on le voilà. Aujourd'hui, vous avez dit, non seulement pour la chaîne, mais les annonceurs, mais aussi les producteurs. En Algérie, on a acheté de l'indien, on a acheté du turc, on a acheté de brésilien. Aujourd'hui, il y a le coréen. ici. Voilà, aujourd'hui, on va produire. Si on produit, on voit la réaction, on peut adapter et on a un retour, ce qui est formidable. Et ce rêve, en fait, moi, j'ai apporté la solution. Maintenant, les professionnels doivent le prendre en main et l'utiliser. Et nous, on donne la donnée. Et aujourd'hui, le monde appartient à celui qui a la donnée. Gamal Abina, il nous reste moins de 2 minutes. Une question pour vous. Alors, voilà. Donc, le succès, moi, je vous pose une question, ensuite vous pourrez répondre. Alors, le succès d'Audimatic aujourd'hui témoigne de la qualité et de l'audace de l'innovation algérienne qui se distingue dans un marché compétitif tout de même. Tout à fait, oui, c'est un marché hyper compétitif. Les start-upers les plus importants sont aux États-Unis. Là, c'est la vraie start-up dans le dématériel. Mais ce qui est intéressant, est-ce que vous avez levé des fonds? Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est un outil extraordinaire. Parce que la mesure d'une télévision, c'est la rentabilité de ceux qui vont faire les annonces dans la télévision. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un moyen incroyable de pouvoir non seulement séduire celui qui veut vendre, et en même temps valoriser les chaînes. Donc, est-ce que vous avez levé des fonds pour votre société? Alors, beaucoup de gens, donc, ils ont vu, la plupart des gens ont voulu rentrer dans le capital, et on dit, oui, vous avez besoin de fonds. Jusqu'à maintenant, on n'a pas voulu que des fonds d'investissement rentrent chez nous parce qu'on n'a pas voulu être manipulés ou des fonds qui commencent à mettre une politique, ce que font les grosses boîtes aujourd'hui de sondage. Les grosses boîtes de sondage vont aller faire des deals avec des gros clients et donc forcément rentrent dans une économie. Nous, on a souhaité rester indépendants. 100% pour garantir une transparence et une fiabilité. C'est-à-dire, on n'appartient à personne et personne ne doit nous dicter qui doit être mieux que l'autre. C'est-à-dire, il y a certaines... souveraineté. Une souveraineté à l'algérienne. Très bien. Merci, monsieur Badis Khaldi, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bravo à vous et félicitations pour votre prix. Bravo et félicitations pour votre prix. Merci, messieurs, d'avoir été là également. Badis Khnissa, Gamal Abina, Faisal Matawi, Mehdi Ghazal. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous prêter attention et de nous rester fidèles. Très bonne soirée.